Bonjour à tous et bienvenue sur le Zone 2 Podcast. Aujourd'hui, on accueille Alan Cao, donc champion d'Irox de Paris et Malaga. Tu me dis si je me trompe, c'est ça? C'est bon. Ok. Avec quel temps déjà? Alors à Paris, 1h0, 1h08 et à Malaga, il y a 2-3 semaines, je viens de faire 1h. Ok, exceptionnel. Ouais. Grosse progression. Oui. Ouais, après Paris, c'était un peu particulier. C'était la Rock Zone, c'était un peu particulier. Du coup, la Rock Zone, c'est quoi? C'est la pour les gens qui zone. écoutent. Ouais, c'est la zone entre les stations et les runs. C'est la zone quand tu rentres pour aller faire ta station et quand tu ressors. Comme la zone de transition, Et elle elle était plus petite, plus grande? Elle était assez grande, la disposition était assez difficile. Beaucoup de virages. Ouais, beaucoup de virages. Le lap était particulier aussi. Donc je pense très honnêtement, j'ai pas gagné 8 minutes. J'ai gagné 4 minutes, je pense, ou 4 ou 3 Si minutes. tu enlèves les interférences. Ouais, j'ai gagné 4 ou 3 minutes. Ouais, ok. Ok. Alors moi, du coup, juste pour introduire aux gens, donc qu'est-ce que tu fais sur ce podcast-là? Je voulais raconter, donc en fait, il y a une semaine ou une semaine et demie, on a lancé la prog Hypertrophie avec Jules. Et donc tu l'as acheté, et en fait le code promo a pas marché, donc tu m'as envoyé un vocal, tu m'as dit ouais t'as oublié de me rembourser. Du coup je t'ai remboursé, et dans le vocal t'as glissé l'information, mais comme ça avec Jules on s'est dit ouais il te dit ça comme s'il allait aux courses, en mode ah bah je suis champion du monde d'Irox machin. Du coup bah j'ai beaucoup rigolé, et en fait avec Jules ça faisait quelques jours qu'on avait des discussions, et on se disait on a quand même beaucoup de demandes sur des prog hybrides. On a des gens qui nous disent ouais est-ce que vous faites pas un truc hybride Irox, course hybride et tout. Et en fait, bah, du coup, c'est tombé à pic quand on s'est rencontrés. Je t'ai dit, bah, déjà, viens, on s'appelle pour discuter juste avec Jules. On s'est appelé 1 heure en visio, c'était cool. Et on s'est dit, bah, écoute, on envoie sur un podcast et tout, pour te donner une plateforme, et même pour nous commencer à introduire aussi le sujet, vu qu'on a pas mal de demandes à ce sujet-là. Donc voilà, je voulais juste introduire là-dessus. Et après, bah, je te laisse plus nous parler déjà de toi, ce qui t'a attiré vers l'Irox, et comment t'en es arrivé là aujourd'hui, quoi. Alors moi, ce qui m'a attiré dans l'Irox, en fait, j'étais sportif, c'est-à-dire que depuis que j'ai 13 ans, j'ai été habitué, conditionné à m'entraîner 2 fois par jour, parce que j'étais joueur de tennis de bon niveau. Donc ton sport initial, c'est le tennis, vraiment? C'est le tennis. J'ai Ok. fait sport de combat jusqu'à 13, avec le tennis en même temps. Puis en troisième, j'ai été déscolarisé, j'ai fait le CNED, donc je me suis entraîné 2 fois par jour, parce qu'au tennis, on s'entraîne 2 fois par jour, très régulièrement. Et j'ai fait ça jusqu'à 18, j'ai eu une blessure au poignet, donc je me suis arrêté à l'âge de 19, j'ai arrêté complètement du jour au lendemain. Et j'ai repris les sports de combat. Le poignet me faisait pas mal du tout. Donc j'ai fait quelques compétitions en pancrace. Ça a plutôt bien marché. Donc j'ai toujours eu ce passé de sportif à fond. Puis pendant longtemps après, je me suis arrêté avec le boulot de coach. Forcément, c'était compliqué de faire les deux, les compétitions, puis tu te blesses. Et ben, travailler avec un poignet en moins, c'est compliqué en tant que coach. Et je suis resté longtemps sans compétition. Je me suis toujours entraîné très dur, comme un athlète de haut niveau, mais sans faire de compétition. Et je suis tombé sur l'Irox par hasard sur les réseaux sociaux, avec un gars que je suis depuis un petit moment. Et je me suis dit, ah, tiens, pourquoi pas? Il y a du run, il y a des stations qui sont assez faciles sur le papier. Donc, Ça, c'était il y a 2 ans. Même pas, c'est mars 2023 à Barcelone. Ok. Oui, Ouais. donc c'est assez récent, ça fait 1 an, quoi. Ouais, alors il faut savoir que je viens pas, voilà, comme j'expliquais, je viens pas nulle part, c'est-à-dire que à 18 ans, j'avais un 10 km en dessous de 39, 38, 30. Vous faisiez faire ça au tennis? Pas vraiment. Alors moi de j'ai la chance d'avoir un papa qui est entraîneur et qui est préparateur physique également. Du coup, moi, j'étais pas très endurant, c'est étonnant, hein. Les gens ils sont surpris, j'étais plutôt un sprinter. Et mon père, justement, pour pallier à ça, il m'a fait bosser comme un porc. J'ai bossé, mais vraiment, mais il me sortait du lit pour aller courir. Tous les dimanches, en prépa foncière, c'était 4 heures de préparation physique, des montées. Et j'ai développé cette qualité d'endurance grâce à lui. Franchement, ça, je lui dois beaucoup. Après, j'ai passionné. Je suis un gros bosseur, donc j'ai fait beaucoup de muscu. J'en faisais trop pour un joueur de tennis, d'ailleurs. J'avais des maxi qui étaient... Pour donner un ordre d'idée. ça? Ouais, j'étais fan de ça déjà. En fait, j'étais pas un bon joueur de tennis, j'étais pas un bon combattant, pas du tout, mais je pense que je suis un meilleur athlète. Ouais. En fait, dans la vie de tous les jours, je suis un meilleur athlète que technicien. C'est tout, hein. Je crois qu'à 17 ans, déjà, j'étais à 125 au coucher. J'avais des en faisant pas de muscu, quasiment pas, quoi. Donc, voilà, j'étais meilleur athlète. Et l'Irox, par hasard, je me suis lancé sans faire une vraie prépa. J'ai dû faire 3-4 semaines où j'ai fait des 500 mètres, des 10 x 500, et je me suis lancé un peu, j'ai fait un peu sled à l'arrache. Et je suis arrivé là-bas au feeling. Et ça a plutôt bien marché parce que je fais un top 20
Et je fais 3e dans ma catégorie d'âge et c'était une des courses les plus relevées de l'année. C'est-à-dire qu'il y avait le record du monde qui tombe ce jour-là. Il y avait. C'était où? C'est à Barcelone. C'était Barcelone. Okay. Ouais, il y avait 4 ou 5 mecs dans les 15 qui étaient là ce jour-là. Donc, assez exceptionnel pour une première. Puis après, au fur et à mesure de mes compétitions, je me suis lancé un peu plus et je me suis dirigé depuis ma victoire à Paris. Vraiment, je fais plus que ça, que de l'Irox, quoi. Vraiment, Le Elite 15 en Irox, c'est quoi le. Elite 15, Elite 15. c'est les 15 meilleurs au monde. C'est vraiment. Et ce jour-là, il y avait 3 mecs du. Ouais, il y avait donc le champion du monde et le recordman actuel qui a rebattu son record par la suite, mais il y a Hunter McIntyre. Il y avait Jonathan Wynne. Ouais. Il y avait Geoffrey Voisin. Et je crois qu'il y en avait même un 4e, je sais pas s'il n'y avait pas Alphonse Doux ou un truc comme ça. Et comment ils décident de qui en est? Alors, ça a changé. Je crois que cette année-là, c'était ceux qui faisaient le meilleur temps. Les 15 meilleurs temps de la saison. Sur tous les Irox. Hein. Tous les Irox. Et maintenant, ils ont un mode de fonctionnement qui a complètement changé, qui est un peu plus difficile, sur lequel je me suis pour l'instant pas vraiment penché. Mais c'est un peu particulier. Maintenant, il y a des majeurs où il faut gagner ou finir dans les 2 ou 3 premières places pour se qualifier. Donc, c'est différent. Ouais, ils essaient de rendre le système un peu plus juste parce que, comme tu disais, entre celui de Paris et entre celui de Malaga, tu gagnes 8 minutes. Selon le parcours, les virages... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai cet exemple-là d'un gars qui fait beaucoup d'Irox, je crois qu'il est en 50-55. À Paris, il fait 1h29 en pro. Donc, il fait beaucoup d'Irox, c'est un des précurseurs. Et la semaine d'après. Donc, c'est-à-dire que tu ne récupères pas d'un Irox comme ça. C'est pas possible. Il te faut 4-5 jours. Il a fait 1h20. 9 minutes de différence en une semaine. Okay. Pour vous donner un ordre d'idée. Tous les mecs que j'ai battus, donc on va dire que j'ai battu tout le monde parce que j'ai gagné en pro. Par la suite, même s'ils ont peut-être des progrès, ils ont tous fait beaucoup moins. Ils ont fait 1h04, 1h03 les quelques semaines après. Donc oui, je pense qu'il y avait vraiment il y avait le parcours. Franchement, moi, je me rappelle après ma course, le meilleur français, Geoffrey Voisin, il est venu me voir et il me dit tu peux lever 4-5 minutes à ton temps. Donc voilà, je le savais avant la course. Je me battais pas pour faire un temps, mais pour gagner ce jour-là. Donc voilà, après, très honnêtement, j'ai gagné 3-4 minutes. Ça, c'est un peu commun à beaucoup de sports d'endurance, voire tous en fait. Les conditions de terrain, climatologiques, de parcours. Oui, bien sûr. Voilà, tu fais pas même Ventoux du par saut que par bédouin. Ça n'a rien à voir. Non. Et est-ce que tu te considères comme un athlète hybride? Parce que du coup, c'est un truc dans la mouvance du moment avec l'Irox, etc. Toi, parce que du coup, tu aimais bien la prépa physique, tu disais que tu n'étais pas technicien, tu étais plutôt athlète. Ouais. Du coup, l'Irox, c'est un peu tombé à pic. Mais est-ce que toi, tu te considères comme un athlète d'Irox ou non, juste un athlète hybride? J'aime bien faire de la muscu et courir. Je trouve qu'à hybride, maintenant, tout le monde s'appelle hybride. Tu vas sur les bios, les gens, ils font un peu de muscu, ils courent, ils sont hybrides. Ils courent à 600 kilos, ils sont hybrides. Moi, non, je me considère comme, on va dire, comme un athlète qui fait des courses hybrides, tu vois. Après, hybride, est-ce que parce que tu fais un Ironman, tu es hybride, mais si tu le fais tu vois, je trouve que ça veut tout et rien dire. Ouais. Je pense que je me considère comme un athlète Irox et Decafit aussi, parce que je pense que j'en ai fait qu'un que j'avais gagné à Madrid. Je pense que je vais me lancer aussi dans ça parce que c'est un format différent aussi et je peux m'ennuyer par la suite aussi. Est-ce qu'on rappelle les formats Irox, Decafit, tout ça pour les gens qui Rapidement la course Irox, mais je pense que je l'afficherai à l'écran. Alors l'Irox, c'est 8 fois 1 km de course à pied, entrecoupé de 8 stations qui sont dans l'ordre ski erg, sled push, 50 mètres, donc c'est 1 km de ski erg, 50 mètres de sled push. Sled pull, exactement. Burpee broad jump, 80 mètres. Après rameur, farmer carry, 200 mètres. Rameur, 1000 mètres aussi. Après lunge, 100 mètres. Et wall ball. Lunge, donc avec un sac sur le dos. 5 sur le dos. Ouais. Et sans wall ball. Sans wall ball. Donc bien sûr, selon les catégories de poids, les charges varient. Est-ce que les reps varient ou pas? Oui, les reps varient pour les femmes amateurs, 75 à 4 kilos. Ok, d'accord. Et j'avais une question, mais purement logistique. Du coup, pour les novices qui connaissent pas du tout, tu as un juge en fait qui t'accompagne tout le long de ta course ou c'est par station? C'est le grand débat, c'est là où je pense que l'Irox va devoir se professionnaliser un peu plus. Les juges sont bénévoles. Oh bah... Comment? Donc déjà, un juge, il échange en moitié. Je crois qu'il y a des juges qui font la moitié de la journée et il y a le relais.
après par d'autres parce que tu tiens pas physiquement, c'est insupportable. Même je trouve que c'est trop. Ils devraient faire un hit chacun. Ouais, c'est même pareil. Donc à la mesure où ils sont pas payés, c'est parce que s'ils ont une tenue, une Red Bull et une paire de chaussures Puma, bon, c'est vraiment. Voilà, donc voilà, je pense qu'ils vont devoir changer. Ils ont du gros boulot sur les standards. Là, il y avait un moment donné, ils disaient que sur les burpees broad jump, il fallait que les mains soient à peu près une distance de pied. Moi, à Malaga, ils m'ont rendu chèvre fallait que mes mains soient collées aux pieds. Après, bah, si tu veux, quand tu fais ton saut en longueur, tu peux pas t'allonger. Tes mains viennent à la place des pieds, tes pieds reculent. Je sais pas si c'est clair pour les gens. Mais... Donc voilà, mais c'est-à-dire qu'avant, on avait le droit de mettre la main, et on va dire à peu près une taille de chaussure un peu plus devant. Là, on n'a plus le droit. Quand tu poses ta poitrine, fais un burpee, tu veux dire. Enfin, quand tu mets tes mains, voilà, fallait. Donc moi, ils m'ont rendu chèvre à Malaga. Après, j'étais pas à la maison, ce qui est légitime. Je suis un peu le Frenchie qui est sorti de nulle part. Ils avaient leurs 4 athlètes très très forts. Et je suis arrivé, j'ai semé la pagaille, quoi. Je suis arrivé à partir de la 4e station, j'étais devant. Ils avaient fait toute une pub, une propagande pour les Espagnols. J'avoue que, bon, voilà. Heureusement, j'ai pas pris de no rep au wall ball. J'ai fait mes wall ball nickel parce que c'est limite. C'est limite. Il y a un peu un débat sur ça dans le monde du crossfit. Les crossfitters, ils aiment bien chambrer sur l'aérox, sur les wall balls. Sur la parallèle au squat. Alors, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous sur ça. Moi, j'en ai vu des wall balls qui étaient terribles. Après, pour ceux qui gagnent. Pour les pros. C'est vraiment, ils font aucun cadeau. Okay. Après, bien sûr que moi, j'ai vu des burpees pour des. Mais après, bon, les gens, j'ai vu des burpees catastrophiques, mais ce sont des gens qui ne gagnent pas. C'est quoi le standard des burpees là en Irox pour les burpees broad jump? Donc, c'est main devant les pieds. Quand tu ramènes, donc moi, ce que je fais, c'est que je ramène pas les 2 pieds d'un coup. Je ramène un pied sur 2, ça ne sert à, ça, tu t'épuises. Comment voilà. Il faut que tu ramènes ton pied vraiment à la même hauteur. Moi, ils m'ont rendu pareil. J'avais le pied gauche qui était légèrement devant, il m'a. Ouais, puis en plus, c'est un peu subjectif parce que t'as pas une ligne qui est tracée au sol. C'est-à-dire qu'une fois que tes mains sont levées, tu peux pas vraiment dire. Donc là, c'est un peu le juge en fait qui. C'est un peu le juge. Après, surveille, moi, ils m'ont pas lâché. J'étais premier, ils m'ont pas lâché. Hein. Ouais. Les fentes, c'est genou au sol. Okay. Extension complète. Wall ball, moi, après, je l'ai fait bien, donc c'est pas un souci, tu vois, mais c'est délicat. J'ai beaucoup de no-reps. Chez les pros, et quand même, il y en a qui prennent beaucoup de no-reps. Hein. Les meilleurs, quand ils arrivent. Parce qu'il y a de tout. Il y a des mecs qui ont fait il n'y en a pas encore beaucoup, hein, des gars qui ont fait du crossfit à l'Irox. Pas beaucoup, ils y viennent là. Il y a eu Osanga qui s'est mis. Il y a Gigor. Yohan Gigor. Gigor, ouais. Il était comme moi à Paris, qui est un bel athlète, hein, que je connaissais pas. Je ne cache pas que je le connaissais pas. Mais il est très fort. Voilà, il y a ces deux-là les plus connus. Et Osanga a souffert à Turin quand même. Ouais. Même s'il est très fort, il a souffert. Il était très fort. Après, vous êtes tous, les crossfitters, vous êtes en général très très forts au stade. Après, là, Osanga et Gigor, on parle de top 50 français. Exactement. Là, j'ai un copain aujourd'hui qui est peut-être pas dans le top 50 français. Je sais pas où je le situe. Vous le connaissez peut-être. Il s'appelle Karl Fouillou. Oui, bien sûr. Il passe aujourd'hui à Bordeaux. Donc, je sais pas dans quelle place il se situe. Disons que Gigor et Osanga, c'est un calibre au-dessus encore, voilà. Pour l'instant. Et il fait son premier Irox. C'est un bon coureur. Oui. C'est un bon coureur. J'attends de voir ce qu'il va faire à l'Irox. Voilà, il y a des. Il est pompier. Ouais, il est pompier, c'est ça. C'est pour ça. Il court bien. Mais après, il a fait beaucoup de muscles qu'il a fait. Voilà, il court moins, du coup, dans ses pros, il courait beaucoup moins. Donc là, il a fait une prépa pour l'Irox, apparemment. Donc je sais pas. Il y a de tout. Il y a des bons runners. Un des meilleurs français, là, je lui fais une dédicace à Guillaume Levoix, qui est un trailer de haut niveau, quoi, de très bon niveau. C'est un monstre en course à pied. Moi, à Malaga, j'ai battu un gars qui a été champion du monde du duathlon en 2012-2015. Donc là, j'ai regardé un peu son Instagram hier, il a eu un cancer en plus, le mec. Mais du coup, c'est incroyable. Ce genre d'athlète-là, le trailer et l'athlète de duathlon, il court plus vite que toi. Ouais. Mais du coup, toi, tu t'en sors mieux sur les stations, c'est ce qui fait la diff. Moi, je cours. Parce que le rameur et le skier, c'est porté, il n'y a pas la gravité. Donc quand t'es plus lourd, t'es un peu avantagé. Mais du coup, comment ça se joue là, sur ces athlètes-là, par exemple? Moi, on va parler de la dernière course. Moi, je me situe, je pense, aux frontières des deux. Je suis pas un runner exceptionnel, mais je suis quand même un bon runner. Faut pas. J'ai couru, je crois, de moyenne à 3,47 en compromise run. Je dois avoir un 10K là. Compromise run, c'est quoi? C'est le run, ce qu'on appelle en français le run compromis, le run un peu sous fatigue. C'est comme si vous allez faire, vous en crossfit, vous tapez 20 back squat et vous allez courir un 400. Quoi. Okay. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'ai un niveau de run qui est plus que correct, parce que j'ai un 10K en dessous de 37. Ouais, c'est très bien. Voilà.
Et là, j'ai fait un semi cette semaine, comme ça, à l'entraînement. J'avais fait 15 x 400 la veille. J'ai fait un entraînement, j'ai fait 1h26. Donc, je pense que j'ai un semi aux alentours d'1h20 aussi. Donc, je suis quand même un bon coureur. Oui. Je suis pas exceptionnel. Je vais pas péter un 10K 33. Non, certains. C'est dans le haut du panier. Si demain tu fais le Marseille-Cassis. Voilà, je pense que je reste très correct. En muscu, en fait, j'avais mon niveau de muscu qui était très haut pour un Aerox. Hein, j'ai pas la prétention. Et j'avais mon niveau de run qui était mon run compromis, mon compromise run qui était trop. Il y avait un trop gros différentiel. Du coup, j'ai dû rattraper ce différentiel-là et je pense qu'à l'heure actuelle, je l'ai rattrapé. C'est-à-dire que tu courais bien et tu étais bon de manière séparée, mais dès qu'il fallait mixer, c'était parce que quand on a fait l'appel avec Jules, tu nous as dit que la moyenne du 3RM back squat je crois que c'est 120 ou 130. Et toi? Moi, c'était le mieux que j'ai fait. Ouais. J'ai fait 3 fois 180, le mieux que j'ai fait. Et ça, c'était quand il y a... Je sais que là, je dois jouer à transformer, je dois être à 3 fois 170. Okay. C'était quand je faisais beaucoup plus de squats, tout simplement. Ouais. Bon, c'est quand même impressionnant par rapport à la... Oui, parce qu'au bench, je crois que j'ai fait au mieux, mais mes perfs, c'est simple. J'ai fait 2,40 au terre. J'avais fait un squat avec ceinture et bande au genou, j'ai fait 200. Et au bench, j'ai fait 155. J'avais 23 fois 100 au coucher. Hein. C'est quand même des belles barres. Je suis très fort au coucher, j'ai été très fort. T'as fait 23 reps ouais, j'ai une vidéo, j'ai 23 fois. C'est trop fort. Ouais, je suis très fort au coucher. Tu voulais en faire, toi, à l'époque ? J'ai fait 21 reps, moi, sans lâcher. Ouais. Je visais 30, on avait commencé une prog pour en faire 30. Ouais, voilà. Mais ça sert à rien pour la... Absolument pas. Ça sert à rien pour l'Aerox, quoi. Tu vois. Oui. Non, mais c'est impressionnant parce que il y en a aucun qui a même... Le champion du monde, peut-être, qui est l'exception qui confirme la règle. Hunter, il est fort en force. Il est allé aux Games. Ils lui ont donné une invitation. Non, il a donné une invitation. Oui, mais il a quand même, il avait pas été ridicule. C'est-à-dire que moi, je vais aux Games, je pense que je suis ridicule. Tu vois, à part si on fait des épreuves course à pied, machin. C'est snatchy, c'est cleané. Oui, clean, ça est clean. Mais après, snatché, je l'ai jamais. Ouais, snatch, bon, c'est pas beau, mais c'est ça. Snatch combien? Bon, plus de 110. Tu vois, tu sais mieux que moi. Et tu vois, non, mais c'est un athlète. Lui, il court à 3,20, 3,15, c'est n'importe quoi. Il fait 90 kg de muscle. Moi, il monte jusqu'à 100 kg l'hiver. Lui, il fait vraiment. Lui, il a une approche un peu strongman et un peu style, on va dire, triathlète. Il fait vraiment une off-saison. Il fait beaucoup de vélo, beaucoup de muscu. Il a de la force, quoi. Il fait beaucoup de... Donc, il a une approche vraiment scientifique de la chose. Là, aujourd'hui, j'ai regardé, il est très data. Donc, là, il a pris du vélo. Là, pour le off-saison, je vais en faire. Là, j'en fais un peu. Je fais beaucoup de run and bike. Mais du run en zone 2, j'enchaîne plus du vélo, plus du run. Mais je pense que là, en off-saison, je vais diminuer la course à pied. Après, championnat du monde. Pour les blessures, je sais pas, j'ai pas de douleur, j'ai aucun pépin, mais je pense que à long terme, je vais faire attention quand même, parce que là, je cours 70, 80 km par semaine. Ouais, je vais monter jusqu'à 90. Je pense que pour être dans l'élite 15, je vais avoir besoin de tourner aux alentours de 100 km. Très bien. Ouais, donc là, saison on, 100 km, et saison off, tu descends à combien? Là, je pense que je vais faire un pic avant le championnat du monde à 90-100. Et après, je pense que je vais faire 80% de vélo, 20% de running. Ok. En saison off, t'inverses en fait. Ouais, je vais inverser. Ouais, parce que sinon je vais être fracassé. Là, t'as quel âge? Là, j'ai 30 ans. J'ai zéro, moi, je touche du bois, hein, mais j'ai zéro douleur et tout va très bien. Et bon, à 30 ans, après, on ne sait pas, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça. Donc, c'est une fleur de l'âge, ça. L'Aerox, ouais, il y a des mecs qui sont très forts encore à 37, 38. Geoffrey Voisin, il a, je sais pas, je dirais pas de bêtises, mais il a plus de 40 ans. Ouais. Il est monstrueux. Donc, pourquoi pas, hein. Franchement, on va voir. Après, est-ce que l'Aerox va perdurer? Ça, on ne le sait pas aussi. Ça a l'air bien parti quand même. Ouais. Oui, parce qu'ils vont se renouveler. Oui, bah après, il y a les stations, tu peux les changer, il y a plein de trucs à faire. Hein. Oui. Chaque année, ils peuvent changer les stations. Et puis même, on n'est pas encore au top potentiel de la course actuelle. Hein. Tu peux encore en faire beaucoup de Aerox partout, être toujours tout le monde. Hein. À Paris, ça s'est rempli très vite. Disons que c'est accessible à quasiment tout le monde. Ouais. Et même, j'ai envie de dire tout le monde, parce que même si tu n'as pas de niveau, tu peux faire en relais. 2 fois 1 kilomètre de station au choix, par équipe. Donc c'est appelé. Ouais. Tu peux faire en famille, tu peux faire. Là, ils ont fait CrossFit, moi. Ils ont fait les Kids à Londres, dans le 8-15. Ils sont malins, hein, dans le marketing parlant, ils sont bien. Franchement, c'est un bon. Ouais, ils ont été bons. C'est plaisant. Les gens aiment. Moi, tous les gens que j'ai lancés dedans ont vraiment beaucoup aimé. Non, mais c'est un super business model. Puis surtout, il se base vraiment, c'est ce qu'on disait avec Mickaël, l'invité qu'on avait mardi, c'est qu'il se base sur l'existant qui est les salles de CrossFit.
Parce que si Aerox était arrivé comme ça et qu'il n'y avait pas le CrossFit, il y aurait pas, les gens ne sauraient pas faire des wall balls, ne sauraient pas faire du sled, ne sauraient pas faire du rameur, ni du ski, rien du tout. Et du coup, vu qu'il y a déjà ça, en fait, ils peuvent juste prendre un crossfitter et lui dire, bah tiens, on a un truc pour toi si t'aimes courir. Et les gens viennent s'inscrire direct, donc c'est ultra intelligent. Surtout, ce qui fait que ça marche aussi, c'est qu'il y a une espèce de panier de personnes qui faire des WOD, ça leur plaît pas forcément, mais ils aiment bien faire de la force, ils aiment bien courir, comme toi. Ouais. Je sais pas si t'as déjà essayé le CrossFit. Oui, moi j'ai fait un peu d'haltéro. Voilà, je suis pas fort du tout, mais oui, j'ai fait un peu de gym, j'ai fait des toast to bar, j'ai fait un handstand push-up. Voilà, mais j'ai pas le niveau de CrossFit. Mais tu t'es déjà mis un petit peu ou t'as essayé comme ça? Je pense que si j'avais vraiment m'étais poussé un peu, que je m'étais mis dans une bonne box avec un bon entraîneur, je pense que j'aurais pu être pas mauvais. Parce que j'avais un niveau de force et tout. Après la gym, il aurait fallu que je la bosse parce que voilà, mais l'haltéro, quand j'en avais fait petit en fait pour le tennis justement, pour travailler la vitesse de bras. Et j'étais dans un vrai club d'haltéro qui est à Marseille. Et j'en ai fait un tout petit peu et le mec il avait halluciné parce que à 16 ans j'avais de la force déjà. C'était explosif? Ouais, je suis explosif. Donc ça je tiens ça de mon papa. Et voilà, je pense que j'aurais pu être pas mauvais. Mais j'y retourne, je me suis pas mis, maintenant c'est un peu tard, tu vois. Puis bon, pour l'Aerox, oui, toujours, mais après pour être au niveau des meilleurs, moi je fais que pour être dans les non, je fais pas. Tu vois, sinon ça m'intéresse pas. Mais pourquoi? L'amateurisme, j'ai jamais touché l'amateurisme, entre guillemets, l'amateurisme, jamais touché. Je joue au tennis pour faire du haut niveau. Les sports de combat, j'ai pas la prétention d'avoir été un grand combattant, mais j'ai quand même fait des compétitions. Là, l'Aerox, c'est pour être dans les meilleurs. Si c'est pour être, je sais pas, être loin derrière. Ça t'amuse pas de faire pour faire juste? Non. Je supporte pas la médiocrité, je crois. Et c'est ce qu'avait dit un jour un grand monsieur, Jean-Paul Coche, qui a été champion d'Europe de judo, et on lui avait posé la question pourquoi vous faites plus de judo. Il a dit je supporte pas la médiocrité. C'est pour ça qu'il fait plus de judo. Et moi on me demande souvent pourquoi tu joues plus au tennis, parce que je ne supporterais pas être nul. Ouais, ça ne passionne plus déjà, c'est la vérité. Mais ça aussi un peu ça. Voilà, mais puis aller jouer donc à un niveau qui n'est plus le mien, le soir en semaine, dans des conditions qui sont déplorables par moment, je le ferai plus. Tu vois, je le ferai plus. J'ai trouvé mon truc et voilà. Et si un jour je suis plus au niveau, je serai capable d'arrêter. Moi, quand je suis assez lucide sur ça, si je suis plus au niveau. Mais du coup, t'arrêterais l'Aerox si t'étais plus dans le top, si tu gagnes plus. Ah ouais, franchement, de toute façon, je ferai autre chose. Tu vois, je ferai plus de compétition. Ouais. Après, l'objectif, j'ai encore de la marge de progression là. Ouais. Je sens que j'ai quand même beaucoup de marge. Ça fait un an. Un an, je fais 7 compétitions, 6 Aerox, un Decafit, je fais 7 podiums. J'aime pas trop le dire, mais j'ai un 100% pour l'instant là. Ça va finir par s'arrêter malheureusement, mais j'espère le plus tard possible. C'est quoi l'objectif à long terme là pour toi? Moi, c'est l'élite 15. Et non, mais oui, même dans l'élite 15, tu te dis juste élite 15 ou tu veux aller gratter? Le niveau, ils deviennent tellement forts. Ouais, une fois que tu y es, c'est toujours pareil. Bah après, une fois que tu repousses ton impossible. Ouais. Mais c'est rentré, puis après, c'est. J'ai l'impression que chaque compétition, les records tombent, les records de double tombent, c'est de plus en plus fort, les filles sont de plus en plus forts. C'est monstrueux. Bah après, toi, t'es aussi de plus en plus fort en 2 ans. Ouais, moi, je suis de plus en plus fort aussi. Et moi, je pense que j'ai encore, sans prétention, au moins 3-4 minutes de marge, je pense. Après, aller en dessous, est-ce que les mecs sont vraiment humains? Je sais pas. Là, ils vont mettre des contrôles antidopage. Après, il n'y en a pas encore? Non. Là, ils vont les mettre au championnat du monde. Après, vous le savez comme moi, comment ils vont être faits, je sais pas. Parce que tant qu'il y a pas, pour moi, tant qu'il n'y a pas de contrôle inopiné, tant qu'il n'y a pas une traçabilité des athlètes, tu peux te charger pendant des mois, arrêter, être négatif le jour de la compète, mais tu t'es chargé pendant des mois, tu as progressé. Donc voilà, c'est ce qui se passe beaucoup en combat. Avec à l'époque, c'était l'USADA pour l'UFC. C'est dramatique. C'est-à-dire qu'un mec qui fait son training camp au Daghestan, ils viennent pas le chercher. Même aux États-Unis. Voilà, même aux États-Unis, dans les photos de John Jones à 3 mois d'écart. Voilà. Vous le savez comme moi. Donc, pour moi, tant qu'il n'y aura pas de peine capitale, dans le sens où le mec qui compte le plus positif, il est à la retraite, il y aura du topage. Bah vous avez vu, là, ils ont tant mis. Lance Armstrong s'est lancé à l'Aerox. Ah ouais? Donc après. Quel âge il a, Armstrong, là? Il a plus de 50 ans, je crois. Ouais. Mais il va être bon en plus. Bah, il est monstrueux. Il est frais toujours. Hein. Il est monstrueux. Il a une bonne gueule. Mais voilà, est-ce que ce mec, est-ce qu'on l'accepte ou pas? Ouais. Est-ce qu'on l'accepte ou pas?
Ils vont l'accepter juste pour le nom, mais bon. Bah oui. Ouais, parce qu'il va dans sa tranche d'âge, il va exposer tout le monde, je pense. Ouais. Après, dans sa tranche d'âge, ils s'en foutent, non? Même les autres mecs qui sont là, ils vont. Bah non, en fait, ça te fait une super C'est des pub. mecs forts en 50 encore, c'est des monstres. Hein. Ouais, mais ils cherchent pas. Les mecs, ils cherchent pas à être pro à 50 ans. Non, Il mais y a bon. toujours moyen, c'est comme en CrossFit à 50 ans, t'as moyen de gratter des sponsors et tout. Ouais. Là, t'as Armstrong, il arrive, quoi. Moi, je suis. Moi, après, voilà. Moi, quand je fais mes compétitions, j'essaie pas de me trouver des excuses, dire peut-être que les mecs sont chargés, c'est pour ça qu'ils sont plus forts que moi. Je fais avec mes moyens. Tu vois, j'ai fréquenté beaucoup de salles de sport, j'ai fait au moment donné dans ma vie, je me suis perdu, j'ai fait beaucoup de muscu, un peu de bodybuilding. Je suis jamais tombé dedans, parce que tu peux, hein, c'est facile quand tu fais que ça, que tu vois que ça prend plus, parce que mon entier est limité, j'aurais pu tomber. Je suis jamais tombé dedans, c'est pas maintenant, tu vois. Après, voilà, c'est sûr que peut-être tu me dis, je bois un truc là, et je suis dans l'élite 15, je gagne des milliers d'euros, peut-être que je réfléchis, peut-être que je le prends, tu vois. Je sais pas. Mais pour l'instant, non, écoute, on verra. Après, j'ai envie d'imaginer que la majorité des mecs dans l'élite 15 sont propres. Je pense qu'il y a même plus d'amateurs qui se dopent comme au vélo que des pros. Voilà, après, faut pas, en tout cas, je ne remets pas l'excuse sur ça. Me dire, ouais, ils sont meilleurs parce qu'ils se chargent ou parce qu'ils sont. Non. C'est quoi la prime là pour un Aerox gagné? Pour un Aerox gagné, moi, rien, quand je gagne en pro. Au championnat du monde, je crois que ils ont changé les gains, c'est 20 000 $, je crois. Est-ce que c'est assez pour qu'il y ait du dopage encore? Je sais pas. Après, c'est pas tant le 20 000 $, parce que 20 000 $, tu les utilises très vite. Voilà, c'est ça. C'est à ça que tu dois. Bon, après, la majorité, ils ont des sponsors. Ouais. Mais je pense qu'après, quand t'es un mec comme Hunter, il a quand même des gros sponsors, je pense, derrière lui. C'est le numéro 1. Je pense qu'il vit de ça. Il finit de s'entraîner. Il disait, j'ai écouté un podcast de lui, il disait que c'était très très récent quand même. Ouais. Genre que là, il arrive à vivre de ça depuis très peu de temps, mais avant c'était pareil, il faisait du coaching en one-one. Ce que tu me disais, le coaching individualisé. Le coaching one-one, je crois qu'il prend. Après, je sais pas si c'est lui qui le fait et tout, mais il prend 500 € par mois. À distance, hein? Coaching à distance. Ouais. 500, je crois que c'était 500 $ par mois. La majorité, donc oui, c'est un business aussi. Hein. Mais après, moi, on me lèvera pas de la bouche qu'il dévoilera jamais ses secrets. C'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as testé les programmations des grands athlètes? Ouais, moi je vous le dis, c'est pour ça que j'ai acheté la vôtre. Moi, j'en ai acheté, franchement, je pense plus de 100 dans ma vie. Et de tout, hein. Celle d'Hunter, bien sûr que je l'ai acheté. Et franchement, c'est pas terrible. Je pense pas que, je sais même pas si c'est lui qui l'a fait. Mais tu me disais, là, tout à l'heure, tu me disais qu'il avait pris un coach d'endurance. Il a un mec là, je sais pas d'où il sort, je sais pas trop où il sort, qui prend tous ces datas là. Hein? Je sais pas. Après, il dévoile pas tous ses secrets. Lactate et tout ça. Ouais, il vient de le faire, ouais, il a tout fait. Hein. Il optimise le mec, de toute façon, pour descendre. Sport d'endurance, t'es obligé. Je crois qu'il bosse avec Evan Pecon. Ah ouais? Je suis pas sûr, mais je crois. Ah, peut-être. C'est possible. Là, j'ai vu qu'il a changé, là. J'ai l'impression qu'il avait. Je sais pas, il optimise, lui, les gains pour descendre. Moi, j'ai de la marge. Donc, de toute façon, je peux progresser partout. Lui, il peut pas progresser partout. Hein. Ouais. Donc là, je pense qu'il va battre son record du monde, hein, apparemment. Après, il est pas à l'abri d'un pépin physique aussi, hein, parce que pour lui, c'est 50 minutes, mais c'est quand même long. Hein, il peut se passer des choses. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, tu t'entraînes, t'as un coach ou tu fais ta programmation toi-même? Alors, moi, je me suis longtemps préparé seul. Et là, actuellement, j'ai un coach qui m'aide beaucoup parce que, si tu veux, à un moment donné, tout seul, tu n'as plus de recul. Et en fait, j'ai l'impression de plus... après Paris, j'avais l'impression déjà d'avoir... j'ai un peu le down. Tu as gagné, qu'est-ce qui se passe? T'es qualifié au championnat du monde, tu as gagné... qu'est-ce que je fais? Alors, c'est dur de repartir au championnat. Championnat du monde, du coup, c'est la qualification, elle se fait uniquement si tu gagnes un Aerox ou c'est les 3 premiers, 5 premiers? Dans ma tranche d'âge, 30-34, selon les courses, je crois qu'il y a 2 places. C'est que 2 places. 2 places sur toute la course? Non, 30-34, 2 places. 25-29, je crois qu'il y a 2 places. 35-39, 2 places. Et après, ça réduit à 1 place. Ah, parce que, chose que je savais pas non plus, c'est qu'il y a des KT de 4 ans à chaque fois? C'est ça, en double non, 30-39, 20-29, mais ensemble. D'accord, ok. En double, il y a plus de places. Bon, après, c'est... Parce que double, je crois. Nous, en CrossFit, c'est 18-35 et c'est élite. Oh, okay. C'est la même KT. Ok. Du coup, je savais pas que c'était autant découpé en fait dans l'Aerox, mais c'est intéressant du coup. Voilà.
Et du coup, oui, donc tu gérais ta programmation seul et... Tout seul, et après j'ai eu une baisse de motivation. Je me suis toujours entraîné parce que je pense que les jours où je me suis pas entraîné dans ma vie, ils sont pas nombreux. Si tu connais le nombre de fois où je me suis entraîné 2 fois par jour, donc je pense que c'est pas arrivé. Et du coup, ouais, il a fallu que je trouve une motivation, et puis il faut aller quelque part dans l'inconfort. Et tout seul, j'y suis beaucoup allé dans ma vie dans l'inconfort, mais il faut aller au-delà, là. Je pense qu'à un moment donné, faut faire face à un mur, se dire bon là je cours, voilà, il faut le run, il faut que j'envoie, il faut courir plus, il faut donc et là pour le coup je pense avoir trouvé la bonne personne. Après oui, ça pour l'instant ça a plutôt bien marché. Il y a eu deux courses, il y a eu deux succès. Donc tu as un coach de course? Non, c'est pas une course de course, non, c'est vraiment un coach Aerox. Ok. Mais il y a eu une victoire, il y a eu une 3e place à Turin en double overall en pro avec un top 30 de meilleur temps d'histoire, meilleur temps français, et une victoire à Malaga. Et surtout, je sens que j'ai fait vraiment des progrès. C'est autant à Paris, j'ai souffert, mais vraiment, j'ai souffert physiquement. Je suis arrivé, j'étais à l'agonie. J'ai même pas pu, après la course, aller manger avec mes potes. J'étais mourant dans mon lit, comme si j'étais malade, mais vraiment, j'étais dans un état terrible. J'ai même pas pu profiter. Turin extrêmement bien, moi c'était un double, donc j'avais pas de recul encore. C'était dû à quoi, le fait que tu lâches autant comme ça? Franchement, genre préparation trop intense ou gestion de la course? Franchement, difficile à dire. J'ai eu mal au ventre, mais un mal de ventre, j'étais mal, mais vraiment mal, froid, frisson. Est-ce que l'effort était violent? J'arrivais exténué, et à Turin beaucoup mieux, mais c'était un double, donc je me suis dit peut-être parce que c'est un double on partage. Et arrivé à Malaga, en fait je fais un 1 heure sans la préparer, sans prétention. Au bout de la course, en termes d'intensité, je pense que je suis encore 10% de marche, je suis à 90%. Je gère ma course. Après, bien sûr, il y a l'expérience, gestion de course, c'est long. Oui. J'ai été bien tout le long, j'étais hyper zen avant. C'est-à-dire que tous les aéros que j'ai fait, j'ai jamais pu dormir, faire des siestes avant. Là, j'ai dormi 2 heures avant la course. C'est un truc qui m'était jamais arrivé. Ah ouais. C'est tellement que j'avais de stress, là, mes siestes. Je suis levé zen, je suis allé en trottinette à Malaga, je suis arrivé, j'étais zen. En fait, à aucun moment je me suis dit je vais gagner pendant la course. Le seul moment où je me suis dit je vais gagner, c'est quand je suis sorti des Farmer Carry premier. Je me suis dit là, ouais, et je savais qu'en arrivant au wall ball premier, j'allais gagner. Je suis quand même pas mauvais au wall ball. Ouais. Tu m'as dit que les wall ball, t'arrivais à faire 2 fois 50? Non, moi ma stratégie au wall ball c'était là. Donc la première série, c'est toujours la plus longue. Faut que c'est ta première série où tu breaks, il faut la pousser le plus loin possible. Il y en a 100, juste pour rappeler. Ouais, 100 et j'en ai fait 49. Je crois que j'ai fait seul no rep. Je crois que j'ai touché entre les 2 cibles. Et j'ai fait 49. Et en fait, je me suis dit, quand c'était Emilio Martin qui est arrivé juste après moi, j'ai dû avoir 10 wall balls d'avance. Et je savais, je me suis dit, c'est pas possible qu'il me batte au wall ball, ce mec. Parce que bon, quand même, la wall ball, c'est de l'endurance de forme, il faut être costaud quand même. Oui. Je me suis dit, ce mec, j'ai vu au Farmer Carry, il a posé 2 fois sur 200 mètres. Je me suis dit, c'est pas possible. Au set pull, j'ai vu comme il avait galéré. Au push, il a pas trop galéré, mais je me suis dit, il peut pas me battre au wall ball. Et je savais qu'il y avait un Espagnol qui était Elite 15 l'année d'avant, qui a réussi à en faire 100 de broken en fin de course. Oui, là, c'est le dernier truc. C'est la dernière station. Ouais. Et je sais qu'il avait un record, donc, et je me suis dit, là, il faut que je prenne de l'avance parce qu'il va être capable d'en faire 100 broken, je pense. D'ailleurs, apparemment, il en a fait 100 broken. Moi, j'ai pas vérifié, mais apparemment, il a fait 100 broken. Mais il a fait moins bien que moi. Donc, tu vois, c'est que son rythme était lent. Stratégiquement, c'était pas intéressant, du coup. Et moi, j'en ai fait. Donc, il était juste à côté de moi parce que du coup, il te place exprès. Donc, moi, ils m'ont placé sur la dernière cible de wall ball, lui juste après. Donc, j'en avais une dizaine d'avance. Quand on est partis tous les deux, je me suis dit, quand il doit breaker avant moi, même si j'ai de l'avance. Et quand il break, j'en fais plus 15. Voilà ce que je me suis dit. Comme ça, je suis sûr d'en avoir 25 d'avance. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. Et j'en ai fait 49. Je crois que j'en ai fait 21. Et après, j'ai fait le reste, je crois. Je crois, un truc comme ça. 49-30 et peut-être 49-30 et des 19 derniers, ou je sais plus combien. T'as déjà essayé de faire max rep à l'entraînement? Oui. À frais? Ouais, j'avais pas le même niveau. Pas du tout le même niveau. C'était première semaine de test avec l'entraîneur et j'ai fait 3 minutes 18, je crois. Ou 0,8. Une broken. T'en as fait quoi, 150? Non, j'en ai fait 100, je me suis arrêté à ça. Ah, ok. 3 minutes 08, je crois. Mais Jordan, pour faire le 150, il avait une 4-10, 4-18. Ouais, c'est solide. Après, je pense que maintenant, j'étais pas le même niveau. Il y a un monde d'écart.
J'étais incapable d'en enchaîner 50 en fin de course. Hein. Ouais. Ou là, je sais pas. Passer, de toute façon, après, c'est dur de passer sur les 3 minutes là. Ouais. Je vois pas comment je peux passer à part en faire plein. Plus vite, oui, tu peux accélérer le rythme. Hein. Je pense pas. Et encore, les wall balls, c'est dur. Hein. À part l'attendre en bas, déjà en squat. Ouais. Il n'y a pas grand-chose. Compliqué, ouais. Non, un bon wall ball à la rock, c'est sub 4 minutes. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Sub 4 minutes, c'était très très fort. Ouais. C'est quoi pour toi l'atelier le plus dur, enfin la station la plus dure? Enfin pour toi, pour ton profil à toi, je veux dire. Aucune. Non, plus dur, je les trouve toutes difficiles. On va dire que le rameur, on va dire c'est celle où je récupère le plus, où je passe d'un battement cardiaque à 170, 175, j'arrive à refaire redescendre à 130, 135, je pense. On était à combien? En fait, c'est ce que j'écrivais sur mon post aujourd'hui sur Instagram. Il faut arrêter de passer du temps, à part si tu es 5 minutes au rameur, mais passer du temps. J'ai bien aimé. Ouais, passer du temps sur les ergots, tu vas gagner quoi? Les meilleurs au monde, à part peut-être Hunter qui va faire un temps, on passe tous. Parce qu'il faut savoir qu'ils prennent ton temps quand tu rentres dans la zone, le temps de t'installer et tout. Moi, je crois que j'ai fait 4. Mais je suis en dessous. J'ai dû faire 3,45. Le temps que tu t'installes et tout, c'est le chrono part tant que tu ressortes. Mais voilà, il n'y a pas un gros différentiel. Ce que tu vas gagner vraiment, c'est le running. Oui. Vraiment, c'est la course à pied. Donc pour moi, la plus dure, celle qui fait le plus mal en termes de douleur pour recourir, c'est le sled push, qui t'anesthésie vraiment les jambes. Ça fait mal. Il est lourd en plus, non? Il est à 202 kilos. Ah, j'ai 175 là, peut-être que c'est pas C'est hors sled, hors poids du sled. 175 plus sled. D'accord. Putain, parce que là, il l'indique, on dirait qu'il y a juste 175. Quoi. Non. Non, okay. c'est 20, je crois c'est 23, 25 kilos de sled, ou je sais pas combien. Okay. Où je suis moins bon moi actuellement en termes de temps, hein, c'est le sled pull. Pourquoi je souffle pas dessus, je vous assure, je sais pas trop, je sais pas pourquoi. Tactiquement, je peux pas changer beaucoup de trucs et je comprends pas encore, donc je suis mauvais en termes de temps par rapport au meilleur au monde. Je me compare qu'au meilleur au monde, hein, à la moyenne. C'est 3,20, là j'ai fait 4 minutes à Malaga, donc c'est nul. Je suis très très nul, donc on va dire les fentes font extrêmement mal pour recourir aussi. Parce que 100 mètres de fente à 30 kilos, ça fait extrêmement mal. Tu les fais unbroken en plus? Ou tu t'arrêtes? Non, je m'arrête, après je fais des pauses des fois au milieu quand je ramène le pied. Mais ouais, ça fait mal. Ça fait mal aux ischios. J'ai mal, moi à chaque fois j'ai un mal aux ischios. Et ouais, ça fait. Mais après, c'est un peu surtout, ça arrive à la fin. C'est la 7e station, il reste un dernier run. Donc en général, le 8e run après les fentes, c'est le plus mauvais. 80% du temps, c'est le plus mauvais. Et après, non, pull, ski erg, faut se pacer. Parce que le ski erg, si tu pars trop fort, il te fait extrêmement mal au cardio. Moi, je me pace, donc je l'aime bien parce que je me pace. Je fais mes millimètres, voilà, une 50 au 500, 30 kilos. Au début, je suis à une 40, les 500 premiers, je pense. Mais sans forcer. Surtout, je dépense pas d'énergie. Surtout là, l'efficience. Et après, je suis à une 50 de moyenne. Donc, ça me donne pareil, un 3,40, 3,50. Sur le rameur, pareil, autour d'une 50. Ouais, voilà. Je règle mon damper, je mets à 6, 7, tu vois. Voilà, je force pas trop. Je règle plus haut. Push, pull, lunge, burpee. Ouais, burpee. Honnêtement, ce qui fait monter le plus le rythme cardiaque, c'est les burpees. Ok. Ouais. Hop. Et j'ai été bon parce que j'ai fait sub 3 minutes, j'ai fait 2,38 ou. C'est correct, hein, 2,38. Tu essaies d'optimiser les sauts, de faire long ou tu essaies justement de pas trop te cramer? C'est quoi la stratégie? Alors, j'ai essayé toutes les stratégies au monde. Première Aerox, 0 repère. Alors, j'ai une grosse détente. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, je suis couillant. Hein. Là, c'était nul ce que j'ai fait. Je faisais des sauts énormes. Des sauts vraiment. Ça c'est pas à faire parce que le rythme cardiaque, il te déchire les jambes en fait. C'est explosif quoi. Ouais, c'est nul ce que j'ai fait. Bon, j'ai essayé, c'était le premier. Je me suis dit, je vais moins me mettre la pression. Donc, ça, c'était nul. À Paris, je crois que. Après, j'ai commencé à ramener. Je savais même pas, la première fois, je savais même pas que je pouvais ramener un pied. Que je n'ai même pas pensé à ramener un pied sur 2. Ah oui. Après, à Paris, j'ai ramené un pied sur 2. En double, je ramène pas un pied sur 2 en général. Parce qu'en double, on partage. Et là, non, je pense surtout que j'ai progressé. Quoi. Donc, j'ai mieux encaissé. J'ai géré. Mais j'ai vu même, il y en a qui ramènent la jambe, la première jambe. Même en élite 15, ils mettent le genou au sol. Ils posent la jambe et ils ramènent l'autre. Genre, ils marquent quasiment comme des débutants qui n'arrivent pas à faire burpee. Ils font ça. Pour s'économiser au max. S'économiser au max. Donc, moi, je sais pas. Je vais essayer. Hein. Franchement, je vais le travailler, je vais essayer. Parce que peut-être que je vais moins souffrir aussi. Hein. Hunter, et comme il les enchaîne, c'est monstrueux. Lui, il enchaîne, il rebondit. Hein. Ouais, il rebondit, ouais. C'est n'importe quoi. C'est abusé. Ouais, il saute pas très loin, mais il enchaîne. Non, puis il est immense en plus. Donc, quand il fait des sauts. Il fait, je crois, un 85, mais il est costaud, quoi. Il est gaillard. Hein. Franchement, il est gaillard.
Donc après, ouais, stratégie. Moi, honnêtement, c'est la station qui m'a fait le plus mal au niveau cardio. J'ai eu. J'étais à 185, je crois. Des burpees, c'est pas pour rien que les crossfitters on les craint. Ça doit être horrible. Et par rapport, il y a beaucoup de gens, je pense, de crossfitters, tu vois, qui font du crossfit 3-4 fois semaine, qui veulent se mettre à l'Aerox. Toi, tu leur conseilles quoi justement comme rampe d'accès un peu pour aller vers de l'Aerox? Je pense que si tu fais du crossfit 4 fois par semaine, tu as un niveau en station qui va être meilleur que 70% des gens qui font de l'Aerox. Je pense qu'il faut en rajouter, si ils ont le temps de faire du run. Run tout le temps. Du run. Bah ouais, si tu fais 4 séances de crossfit, je pense qu'en compromise run, il n'y en a pas quand même pas mal dans les WOD. Je pense que c'est de compromis, même, je pense, du run. Mais il y en a, mais un crossfitter, je sais pas, dans la prog affiliate, par exemple, il y a des semaines où il n'y a pas de run, ou même quand il y en a, c'est genre 1600 mètres max. Ouais, mais je pense qu'ils sont habitués même à enchaîner, par exemple, faire, je sais pas moi, un 21-15-9 thruster, calorie rameur, burpee, je sais pas. Tu vois, ils sont plus habitués que... Oui. Non, mais en termes de volume de run, aucun crossfitter moi, je rajouterais de run, franchement. Ouais. Après, moi, je vois beaucoup la boxe de crossfit que je fréquente à Camp-Major. Ils suivent une prog. Et ils font, ceux qui veulent faire un peu plus de cardio, ils font du zone 2 sur vélo. Ouais. Bah, mais c'est une mode, ça. Hein. C'est une mode, hein, la zone 2. Le truc, c'est que cette mode, elle a été un petit peu démocratisée via les réseaux sociaux. Ouais. Et tu te retrouves avec des personnes, des fois, qui viennent à la boxe de CrossFit, ils font 1 heure de vélo, ils transpirent guère et ils se cassent. Quoi. Moi, déjà, je suis un... Et du coup, est-ce que c'est réellement... Les gens, ils ont acheté leur bike cake pour l'avoir dans leur salon. Ouais. À ce prix-là, t'as un vélo, en fait. Non, mais une paire de... T'as un vélo de route, tu vois. Une bonne paire de chaussures, c'est 200 balles, tu vas courir 30 minutes et t'as les mêmes gains, quoi. Oh, t'as les mêmes gains, et puis... Puis t'accumules du run, en fait. Il faut du volume. À un moment donné, le run, c'est un sport, la course à pied, où si tu cours plus, tu cours mieux. Mais c'est un truc de fou. C'est que même si tu fais pas de qualité, tu cours plus, tu cours mieux. C'est arrivé à un certain stade, bien sûr. Si tu passes de 20 km à 30, tu progresses, et de 30 à... Et c'est ça, en fait. Donc, après, bien sûr, par d'économie. Tous les conseils des mecs qui font beaucoup de trail et qui font des ultra-endurance, leur conseil, c'est avant de faire des séances qui durent 3 heures, c'est faire 7 séances qui durent 45 minutes dans la semaine. Avant de chercher à faire des séances beaucoup de volume, ils regardent plus le volume à la semaine ou au mois. Moi, je rajouterais du run. Voilà, même pas forcément du run de qualité, mais déjà, un mec qui va courir 2 fois 45 minutes en plus, je pense qu'il fera un Aerox correct. Quoi. Mais après, les mecs comme toi, par exemple, t'es quand même un athlète qui est lourd, hein, tu fais plus de 80 kilos. Ouais. C'est plus intéressant, je pense, en hors saison de faire beaucoup de vélo, quand même, en extérieur, mais il faut s'envoyer un petit peu plus, sortir de la zone 2, mais faire des vraies séances de vélo. Parce que le run, justement, c'est beaucoup plus traumatique. Ouais. Et c'est ce qu'ils font les athlètes de triathlon, en général. Même les quads, en saison off, ils font du 50-50 des fois. Après, les Kenyans, ils n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo, mais... Non, mais ça dépend les écoles aussi. Oui, ils font pas mon poids. Donc, oui, voilà, c'est qu'ils... Mais c'est vrai que le vélo, moi, j'en fais. Et tu peux facilement faire une sortie de 3 heures. T'as l'impression que le temps est passé vite et t'as accumulé 3 heures en zone 2 ou même zone 3. Moi, j'irai même pas en zone 2 sur le biker. Faut que je pédale comme un barbare. Moi, j'ai un rythme cardiaque qui est très bas. Hein. Je suis à 32, 33 la nuit au repos. Tu prends quoi comme repère pour ta zone 2 ? Des pourcentages ou t'as... Parce que... Non, j'ai jamais vu exactement. Moi, voilà, donc elle est peut-être surestimée. Voilà, exactement. Et moi, sinon, il faut que je pédale. Si tu prends, comme il te donne la montre, 133, mais je monte jamais. Il faut que je pédale comme un barbare sur le biker pour que je monte à 100. T'as combien de FC Max ? À l'Aerox, je suis monté à 180. La première à Paris, 190. Et là, je suis pas monté à Malaga. C'est là où j'ai vu que j'ai géré. Je suis monté à 180, je crois. 182. Une fois après les burpees, je pense. Ouais. Après le run burpee. J'ai fait des gros poids. Ouais, des gros poids. Ouais. Et j'avais une question pour toi par rapport au vélo. T'as jamais de douleur au genou, mollet, cheville? Non. Pour commencer à avoir des... Alors déjà, les douleurs au vélo, ça existe beaucoup moins parce que maintenant, les vélos sont calibrés. Enfin, t'as des trucs, tu payes un truc et il te calibre le vélo et t'as plus aucune douleur. Donc ça existait avant, maintenant, c'est plus trop le cas. Et en vrai, le vélo, en fait, t'es porté. Et pour vraiment commencer à avoir des douleurs, il faut vraiment rouler beaucoup. Il faut rouler 20 heures, 30 heures par semaine. Là. Je pense que le seul risque à vélo, c'est de tomber. Oui. Et en fait, t'es porté et tu peux faire... La seule limite, elle est énergétique. Tu peux avoir un coup de fringale, une hypo. Mais si tu te dis, cette semaine, il faut que je fasse 4 heures de zone 2, en vélo, c'est très facile. Surtout nous, dans la région, il fait beau tout le temps. En hiver, moi, je sors, il fait 8 degrés. Tu mets la tenue d'hiver, t'es bien.
c'est super facile. Et est-ce que toi, est-ce que tu cours un peu? Pas du tout. Oui, je cours une fois semaine. Voilà. Est-ce que tu sens l'impact du vélo? Est-ce que tu sens que tu as progressé en run grâce au vélo? Ouais. Alors, les premières séances de run, vu que mécaniquement, t'as pas d'adaptation, tu galères, t'as mal au mollet. En plus, moi, je suis comme toi, je fais 84 kilos. Par contre, au bout de 3-4 semaines, tu sens de suite... En fait, t'as le moteur, et une fois que la carrosserie, les pneus et tout sont prêts, bah, ça avance, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de joueurs de tennis qui sont entraînés, ils adorent s'échauffer sur vélo. Moi, je leur interdis. Parce que ça active pas le pied, déjà. Ça donne de pied. La boxe, c'est pareil. Je suis pas fan. Et à l'Aerox, moi, quand je vois des gens sur le vélo s'échauffer sur le bike-hang, je suis très content. parce que pour moi, même si tu pédales doucement et tout, même 10 minutes, ça te prend dans les cuisses déjà. Tu arrives sur le sled qui est proche, qui est une des premières stations. Et toi, tu t'échauffes comment avant l'Aerox? Moi, avant l'Aerox, c'est 40 minutes d'échauffement. Je fais toujours 20 minutes d'échauffement dehors. Donc, déjà, pour éviter la foule et tout. Tout ce qui est mobilité dynamique, run, je cours au moins de 2 km. Mes gammes, mes strides, mes accélérations progressives. Je fais 3-4 fois 50 mètres. Je rentre. Je fais 4 ou 5 fois 100 mètres de ski erg. Si je peux, je fais... 4 ou 5 fois 500 mètres 100 mètres. 100 mètres, 100 mètres, non, 100 mètres. Non. Je fais 100 mètres, 4, voilà, je tire de plus en plus fort. Et après, si je peux, mais c'est dur, c'est la bataille, il y a un sled, il y a tous les mecs qui s'échauffent. Je fais un peu de sled, mais j'ai vraiment un aller, quoi. Juste pour le système nerveux, mais là, je l'ai même pas fait à Malaga. J'ai trop de monde, c'est la guerre, donc voilà. Franchement, j'ai pas besoin de faire de fente, j'ai pas besoin, à 30 kilos, je me blesse pas. Tu enlèves le frein de la voiture et tu... Voilà, tu fais ça. Ouais, c'est ça, non, franchement, run... Après, on est tous différents, hein, mais moi, voilà, j'ai besoin de faire mes... Parce que, bon, le ski erg, il me chauffe bien le haut du corps, il active mon corps. Voilà, donc, moi, c'est ce que je fais, mais ça me fonctionne très bien. Et question un peu plus mentale, comment tu fais pour rester focus pendant vraiment 1 heure d'Aerox? Enfin, c'est super long. Nous, on fait des watts de 15 minutes, 20 minutes. Là, il y a des watts de KS, c'est 30 minutes, mais c'est découpé. Comment tu fais, toi, pour rester focus pendant 1 heure, 1h10, 1h15 et tu sais, pour pas en fait perdre le focus dans tes transitions? Alors franchement, on a tous vécu, je sais pas si vous êtes déjà sur piste faire des séances fractionnées, des fois tu n'arrives même plus à faire tu sais, tu essaies de courir, à faire du calcul, tu n'arrives même pas à calculer les trucs, c'est parce que c'est tellement violent comme effort. Le problème de l'Aerox, c'est que y a des tours à respecter. Donc tu dois faire des fois 3 tours entiers, rentrer dans la ligne, sortir par le out, et il y a beaucoup d'erreurs. Ça m'est jamais arrivé, je touche du bois parce que ça arrive beaucoup des erreurs. Et là, Malaga, je lui fais une petite dédicace. J'avais un pote qui était dans un coin d'un virage, et à chaque fois il me disait tire au deuxième, là tu rentres, et il me l'a dit à chaque fois. Et ça, je le savais. Hein. C'est-à-dire que t'es au deuxième? En fait, je savais qu'il fallait que je fasse 2 tours, et la 3e fois où je passais devant le in, je devais rentrer. Ah, ok. Il me dit là c'est le premier. Quand je repassais, là c'est le deuxième. Et ok, parce que pour expliquer, en gros, t'as la zone enfin là où il y a des stations et tout, et en fait le run se fait dehors. Autour. Et ok, et c'est pas un tour, c'est plusieurs. Malheureusement non. Là à Berlin, ils ont une ligne droite. Je crois que ça a été les temps. Donc aller-retour, juste. J'ai même pas vu, mais je crois que c'était facile, quoi. C'était un retour, pas de rock zone, donc d'ailleurs les temps étaient monstrueux. Non, c'est très compliqué. Ok. Faut réfléchir. À Paris, il y a eu une catastrophe. Donc tu peux pas. Jusqu'à la moitié de la journée, il y a eu, mais je sais pas combien de pénalités. Ils se trompent. Parce que les gens re-rentrent du coup, alors qu'ils en sont que au deuxième tour, ils doivent en faire 3. Ah ouais, mais c'est l'horreur. Moi, je perds la lucidité parce que moi, à Turin, on est premiers de notre vague. On est super bien. On sort de la 7e station. On court. On voit qu'on est bien. On sort des fentes. Et à un moment donné, je dis à mon partenaire, je dis Kevin, on est sorti par le in. Il me dit ah bon? J'étais plus lucide. On réfléchit, on se parlait. Il me dit non. Et puis je dis non, on est sorti. Puis après il me dit non, c'est sûr. Et je doutais, hein. Je doutais. Puis après je dis on verra bien si je prends un. En fait, on n'est pas sorti. Mais t'imagines là le manque de lucidité? J'ai cru qu'on s'était trompé. Ouais, puis si t'étais seul, autant tu serais rentré, ressorti. Enfin, t'aurais dit. Là, mon pote Loris je lui fais la dédicace parce il a été super. Il s'en est voulu à un moment donné, il savait plus. Et après, il s'est calé, il s'est mis dans le coin. Et à chaque fois, il venait me voir aux stations après. Et après, il repartait dans ce coin. Et c'était un repère pour moi. C'est hyper important. Hein. Ah oui, je ne gagne pas une course seule. Je gagne 2 courses avec Benoît et Loris. Je leur fais pareil, voilà, tous les deux, parce que je gagne pas Paris s'ils sont pas là. Et je gagne pas Malaga s'ils sont pas là. C'est pas pareil. Okay. Seul, ce n'est pas pareil. Franchement,
Ils te tirent, là, voilà, j'avais l'expérience, mais voilà, moi, je leur dédie aussi mes 2 victoires. Je dis, vous êtes mon porte-bonheur, mais parce que voilà, ils sont là à chaque station, ils te poussent, là, t'es bien, là, t'es pas bien, relance. Le coup de Loris de se mettre, de me dire, là, tu as un tour, 2 tours, tu vois. Donc, du coup, que je la gagne pas seul. Le conseil, c'est de venir avec 2 potes et de les foutre dans 2 coins après, pour rester lucide. Ouais, franchement, Ouais, il y a pas... tout seul, c'est dur en Aerox tout seul. Hein. Parce tout que seul, en CrossFit, t'as un peu le juge qui t'aide sur les compètes, à te compter les reps et tout, à te dire, bah là, tu vas à ça et tout. Mais du coup, en Aerox, en fait, vu que le juge est sur la station, il te suit pas, il sait pas ce que tu fais. Non, moi, Paris, il m'avait un peu aidé au départ quand j'étais premier. Il me faisait signe qu'il fallait rentrer et tout. Mais non, après, il y a tellement de monde mélangé. Tu peux pas, tu vois, non. Et t'as le droit d'avoir des oreillettes ou des trucs... Très bonne question. Non, tout ce que je sais, c'est que tu n'as pas le droit de prendre quelque chose de l'extérieur pendant la course. Pas le droit aux écouteurs, rien. Ça, je sais pas, mais tu n'as pas le droit de prendre de l'eau. Quelqu'un, t'as pas le droit. Tu as le droit de prendre sur toi des trucs, hein, je pense. Moi, je prends un gel. Maintenant, je sais que c'est un game changer, le gel. Ouais. Franchement. Tu le prends au milieu Là, à Turin, je l'avais pris aux fentes. Par exemple, mon partenaire faisait les fentes sur la fin de course. Là, je l'ai pris avant les burpees. Voilà. Tu prends, c'est quoi? C'est des gels. Je vais pas citer de marque. Non, mais c'est c'est glucide, quoi. Il n'y a pas de caféine, il n'y a pas de. Parce que t'en as, tu sais, selon la durée de l'effort. Ouais, là, j'attends fortement que NutriPure fasse. Leur gel? Ouais, parce que ils le font et à un moment, il va sortir en février. Mais franchement, c'est un game changer. Là, j'ai vu qu'Hunter aujourd'hui, il disait qu'il allait en prendre, il en prend avant. Franchement, c'est un sport d'endurance. Même si ça dure moins d'1 heure pour eux. Quand tu vois que moi, j'ai discuté avec un triathlète One Experience, il disait que lui, à vélo, il montait jusqu'à 200 grammes de glucides par heure. Ouais. Moi, je fais ça, je meurs, hein, mais après, en course à pied, c'est un peu moins. Mais je sais que les marathoniens montent à 120. C'est pas quand même un marathon, mais je pense qu'être aux alentours de 30-40 grammes pour un Aerox, voire plus. D'ailleurs, je vais faire des essais. T'as pas fait des essais de régime cétogène ou quoi d'autre? Alors, comme ça. La première nutritionniste que j'ai eue, elle me connaissait pas. C'est une experte en sport de combat. C'était tout nouveau pour elle. Et je peux citer son nom, c'est Cécile Giornelli qui s'occupe de Cédric Doumbé, de tous les combattants quasiment. Elle n'était pas habituée au sport d'endurance. Moi, je voulais perdre un peu de poids avant le Décafit de Madrid en juillet, en pensant que j'allais optimiser mon run. Ça a été une erreur fatale, même si j'ai gagné. J'ai été sec, j'étais écorché. Vraiment écorché, mais par contre, j'étais affaibli. Ah ouais. Je pense qu'il faut quand même un peu de réserve, même si c'était... T'étais passé en dessous de 80 ? C'était à 80 kg, mais j'étais sec de chez sec. Moi, j'étais pas assez de masse. On aurait dit plus à men's physique. Ah ouais, je suis sûr. Et en fait, elle avait voulu que je fasse un essai de faire 2-3 jours de décharge glucidique et recharger. Ouais, semi-suédois, là. Ouais. Et en fait, déjà, j'étais plutôt fin de régime, j'ai commencé à avoir faim. Et moi, de pas manger de glucides pendant 2 jours, c'est terrible quand tu es habitué à en avoir tout le temps à tous les repas. Puis, je sais que beaucoup font ça dans l'élite 15. Et c'est des trucs ultra archaïques, ça, c'est des trucs scandinaves. C'est des. Scandinaves, ouais. 3 jours, t'arrêtes. 50, quoi. Après, maintenant, il y a d'autres trucs, mais. Je pense que sur ce côté-là, là, j'ai une nutritionniste qui s'occupe de la team NutriPure. Et je pense qu'avec Marie, je vais optimiser surtout l'hydratation. Alors là, ce que j'ai fait, ce qui a bien marché, là, je donne des tips, les mecs. Oui, j'allais dire doucement. Non, c'est pas grave, mais moi, ce qui a bien marché sur moi, après, boisson d'attente. Et d'attente, pas d'effort d'attente. J'ai eu beaucoup moins soif. C'est-à-dire avant ? Pendant ton échauffement de 40 minutes ? L'heure avant, ouais. Okay. Boisson d'attente. Mais c'est la même, c'est juste que tu la bois avant. C'était pas la composition n'est pas exactement la même. Ouais. Et franchement, j'ai eu beaucoup moins soif. Beaucoup moins soif. Ils ont tous bu apparemment, parce que je les voyais pas. Parce que souvent, j'étais devant et apparemment, ils s'arrêtaient tous au Vavito à boire pas mal. Donc, j'ai pas comparé nos temps de Rockzone. Je sais pas s'ils ont mis plus de temps, mais ils ont tous bu. J'ai pris une fois un verre, mais j'ai bu une demi-gorgée, j'ai jeté. Et j'ai eu beaucoup moins soif. J'ai pas eu trop mal au ventre. Après, je sais pas si c'est ça. Après, le stress aussi était moins élevé. Mais ouais, ça a optimisé. Parce qu'il va faire très chaud au mois de juin, championnat du monde. Je pense qu'il va faire... Attends, Malaga, c'était quand ? Là, il y a le 13 avril. Parce qu'en Andalousie, il fait chaud en avril, là. Il a fait moins chaud que chez nous, parce que nous, ce week-end-là, chez nous, à Marseille, il faisait même chez vous, à Avignon, il fait encore plus chaud. Il faisait 25, 32. C'était l'été, quoi. Ouais. Et à Malaga, 23, 22, 23. Ça allait. Ouais. Non, ça allait. Donc,
je pense que j'ai des trucs à optimiser de ce côté-là. Mon gel, je le garde. Pourquoi pas en prendre un maintenant si je suis capable d'essayer sur une simulation d'en prendre 2. Pourquoi pas 2 gels Ok. Peut-être, hein. À voir si j'ai des bénéfices ou pas. Hein. Perte de poids, je pense que non. Je vais rester à 82, 83. Parce que vu les dépenses énergétiques que j'ai, il faut que je mange plus de 4000 calories pour. Oui, j'allais dire, tu as 4000, ton maintien, il a 4000. Là j'ai fait la semaine dernière, j'ai compté un peu. Là, je vais vraiment me mettre focus sur mes macros. Là, à peu près à 4-5 semaines de championnat du monde. La semaine dernière, je me suis amusé à compter un peu. Et j'ai fait 3 jours à 3003, un jour à plus de 4000. J'ai perdu 2,5 kg. Je suis passé de 82,5 à 80 kg 400. En combien de temps Ouais, mais ça, après... 2 kg et quelques en 4 jours. Ah ouais, l'hydratation, voilà. L'hydratation, mais bon, le jour où je me suis pesé, en plus, j'avais mangé plus de 4000 calories. Et la veille au soir, j'avais mangé le plus gros repas, quoi, 1500. Donc j'ai le ventre qui était chargé. Et en fait, il faut que je mange énormément. Mais c'est dur, quoi. Oui. Parce que comme je vous disais, comme on en parlait tout à l'heure, j'ai les coachings, j'ai tout, j'ai pas le temps de manger. T'as un mode de vie ultra actif, t'es tout le temps. C'était lent. Toute la journée debout. Je suis levé à 5 heures. Je suis couché assez tard. J'essaie de me coucher vers 22h30 maximum. Avec la vie de famille, c'est pas facile. Puis en finissant à 21h, t'as envie un peu de te poser le soir. Manger, tout, c'est compliqué. Donc j'ai des journées très longues. Je cours, on va dire 70-80 km actuellement par semaine. C'est chaud, hein. J'avais une question par rapport à la course. Tu fais la majorité. J'ai vu que tu courais beaucoup sur tapis, mais pas les tapis comme on a nous au CrossFit, les tapis de la Sorona, gym. Non, les vrais tapis. En fait, à la Sorona, moi je fais vrais tapis. Ouais. Pourquoi je fais sur tapis? Déjà, pour le temps. Même si on est dans le sud, moi dans le sud, il fait beau, mais des moments où il fait pas terrible. Et puis ce matin, je suis allé faire mon intervalle sur tapis parce que là, quand je suis un peu fatigué, ça me permet de maintenir les allures. Pas de redescendre. Et même si c'est un peu... Après, j'incline le tapis. Là j'ai fait 15 x 400 lundi. Et je devais tourner en 1,16 pour 4-5 minutes de pause. Et du coup, à 19 km/h, j'étais très facile. Le tapis montait qu'à 19,3. J'ai mis 3% et 19,3 à la vitesse maximale. Les impacts aussi, ça, tu les réduis. Tu cherches Franchement, tu les réduis sur tapis, c'est la folie. Ouais. J'ai beaucoup moins de courbatures que sur piste. Quand je suis sur piste, j'ai les mollets, ils sont fracassés après. La piste, ça tue. Hein. Ça fracasse. La piste, ça tue. Ça fracasse. Donc c'est pour ça aussi. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur hein. Dehors, je trouve. Mais voilà, après moi, l'idée c'est de pouvoir enchaîner le lendemain aussi. Hein. Donc oui, des fois, je respecte pas les allures, je vais plus vite du coup. Ce matin, c'était 3 fois 10 minutes à 3,40, 3,45. J'ai fait... j'étais plus à 3,25, 3,30. Et est-ce que, parce que c'est sur goudron les aérox, est-ce que t'as déjà... C'est même pas goudron, c'est comme dans les halls d'exposition, c'est okay, du béton, dur quoi. C'est dur. T'as déjà essayé de période compétitive proche de l'Aerox de passer sur un gros pourcentage de courir sur ce type de surface ou Jamais, c'est dur à retrouver, même le revêtement sol pour le sled, c'est dur à retrouver. Leur sled, là, ils viennent de le changer, ils viennent de changer de sponsor. C'est pas facile de retrouver. D'ailleurs, on est vachement surpris. J'ai beaucoup d'élèves qui ont été surpris par la difficulté du sled parce que ça glisse pas bien, surtout sur le pull, même sur le push, mais surtout sur le pull. Parce qu'il faut trouver la bonne longueur de corde. Aussi, il faut avoir il n'y a pas beaucoup même de box de CrossFit qui ont des vrais sleds, de la vraie corde longue. C'est dur à trouver. Hein. C'est jamais les mêmes, c'est jamais les mêmes revêtements. Donc, c'est quoi, c'est 80 mètres 50. 4 x 12, 5. Moi, je connais pas de box qui ont 50 mètres. Non, en fait, c'est 4 x 12,5. Ok, d'accord. 5, tu reviens. Okay. Mais la corde, il faut qu'elle soit très longue. Une corde de 8 mètres, une corde de 12 mètres, ça n'a rien à voir. C'est mou, c'est dur. D'ailleurs, tous mes élèves arrivent en charge amateur à faire tirage bras, comme bras. Sachant qu'on a 2 mètres de recul pour utiliser le poids de corps. Ils font un bras d'entraînement. Et en fait, aux vrais aérox, ils n'y arrivent pas. Ouais, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas, ils galèrent. Donc, déjà, mon petit conseil que je peux donner à tous les gens qui veulent se préparer au sled, c'est de mettre toujours un peu plus lourd, même beaucoup plus lourd. Franchement, même beaucoup plus lourd. Vraiment. Limitez pas la charge. Franchement, non. Moi, je sais que la surface que j'ai installée moi devant ma petite salle, elle commence à ressembler. Moi, j'ai mis une surface de paddle, revêtement de paddle. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal parce que pelouse, c'est à moins de me trouver une pelouse très épaisse. Sinon, ça glisse. C'est une fine, ça glisse. Et si il suffit que tu sois dehors un peu le temps humide, ça glisse. C'est le vélodrome le truc. Donc, non, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile de retrouver les mêmes conditions.
Là, je sais que j'ai reçu une corde de Sveltius. Ils m'ont filé là, une vraie corde. Elle est longue et ça change tout. C'est important de s'entraîner même. Quand tu veux optimiser comme moi un temps, il faut que je sois dans les mêmes conditions. Franchement, les mêmes sacs, les mêmes trucs. C'est fin. Tu vois, un joueur de tennis, il prend une raquette. Il faut que ses raquettes, ses sensations, elles sont fines, quoi. Il a besoin que ses raquettes soient calibrées toutes pareilles. Voilà, donc moi, c'est pareil. À un moment donné, j'ai besoin que ça soit identique, quasiment identique. Et pour toi, il y a beaucoup de gens qui se mettent au mode de vie un peu hybride, enfin au mode d'entraînement hybride, justement pour pallier à des déficiences dans le CrossFit. Pour toi, est-ce qu'un athlète CrossFit qui est très fort, qui a un profil très fort, peut faire, et même c'est une question pour vous les gars, est-ce qu'un mec qui a un profil genre Guy Maleros, tu vois, est-ce que c'est bénéfique pour lui de faire 1 an d'hybride, genre de plus faire de chest to bar, plus de snatch, plus de clean and jerk, et de se concentrer que sur une majorité de run, bike, et après des entraînements hybrides, rameur, ski. Lui, c'est un athlète de CrossFit. Ouais, lui, c'est un top athlète de CrossFit qui a un profil vraiment très très fort. Il gagne tous les événements de force. À chaque fois qu'il y a de la force au Games, il gagne. Et il perd tous les événements de plus de 20 minutes. Enfin, il fait vraiment genre dans. Il est très costaud. Oui. Enfin, pas plus que les autres. Il a un profil très explosif, en fait. C'est un ancien haltérophile. Oh, ok. Ouais, donc là, déjà là, les barres, il les a. Oui. Mais il a vraiment. Ils ont mis ses stats, ils ont montré qu'en fait, vraiment, dès que ça dépasse, je crois que c'est 16 minutes, il est forcément dans les 20 derniers, en fait. Tout le temps. Il est tout le temps dans les 20 premiers quand c'est en dessous. Je le connais pas. Après, je sais qu'à un moment donné, Willy George, il a du sled un peu. Je pense qu'il a hésité. Il s'est pas encore mis. Je pense qu'il va s'y mettre un peu à l'aérobic. Je pense qu'il va essayer parce que lui, c'est un bon coureur quand même. Ouais. C'est un bon coureur. C'est un bon coureur quand même. C'est un athlète monstrueux. J'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'aimerais vraiment. Moi, je suis pour. Des gars comme ça se mettent à l'aérobic comme Armstrong. Sanga, il avait fait des bons temps. Sanga. Il est beau au cardio. Les événements cardio, CrossFit, il avance. Ouais, après, je sais pas s'il a d'après ses dires, il ment pas, je pense. Il dit que c'est lui qui gagne dès qu'il y a du run, il gagne. Moi, je pense pas qu'il mente. Hein. Il dit que dès qu'il y a du run, c'est possible. J'ai envie de dire Romain Felono, moi, mais moi, ce que j'ai, je sais pas si m'écoute. Voilà, si on se croise au long pour en discuter, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est avant l'Aerox Turin, et il a dit qu'il passait sous l'heure, comme ça. Qu'en gros, sans prépa, il passait sous l'heure. Honnêtement, c'est comme moi si je viens dans votre domaine, les gars, et je dis moi, je fais vos compètes et je finis devant tout le monde. Tu vois, où je finis en élite. Tu peux pas, tu vois, j'ai pas la prétention, tu peux pas dire ça. Et tu réussis, écoute, bravo mec, je te serre la main. Mais quand il a fait 1h10, mais c'est un temps très correct, c'est un athlète, c'est un super athlète, c'est un super temps, tu vois. Mais il était à des années-lumière des premiers, quoi. Il était à 10 minutes, 11 minutes, il a explosé, il a crampé, après il a trouvé quelques excuses et tout. Voilà. Non, mais oui. Non, mais tu peux pas. Non, mais il y a des mecs qui se lèvent le cul toute l'année, qui s'entraînent. Vraiment très dur. Lui aussi, mais dans un autre sport. C'est pour ça que moi, il a pris plein de remontrances à les gens, et les gens se sont beaucoup. Moi, j'ai vu des gens, ils se sont beaucoup moqués. Alors qu'il a fait un très bon temps. Mais oui, tu peux pas dire, tu peux pas balancer de dire vous allez où votre de qualif, machin. Moi, je fais jamais. Je dis bon les gars, moi je vais dans le top 10 français là. Si tu fais pas, tu vas te foutre de ma gueule. Franchement, c'est personne qui te regarde. Il l'a dit comme ça pour rigoler ou il a dit. Non, il a mis de pensée sur là, mais il va y arriver. S'il s'entraîne vraiment, il va certainement y arriver, vu l'athlète que c'est. C'est un monstre. Moi, je le remets pas en cause, mais tu peux pas balancer un truc comme ça. C'est un bon coureur parce qu'il était à l'armée à un moment. Ouais, c'est un super athlète, mais voilà, il y avait le mec à gagner, il y avait mon pote, il y a Thomas Fry qui a fait 2e ce jour-là, qui s'entraîne, qui se lève le cul, mais comme un fou, il s'entraîne. Tout, il y avait Eugenio Bianchi qui est Elite 15. Tu peux pas dire, ouais, moi j'arrive, tu vois. Après, je pense que le connaissance, ça a dû le remettre en cause de lui-même sur ce temps, et peut-être qu'il va s'entraîner et justement essayer de le faire. En fait, c'est que dans je sais pas autant s'il a envie de le faire. Hein, il y a souvent un truc, je sais pas si vous remarquez, mais souvent il y a des chiffres, tu sais, genre si le time cap d'un WOD il est à 20, ou genre tu regardes le WOD, tu dis ouais, je fais en dessous de 10, mais sans vraiment avoir calculé combien ça prendrait de temps de faire en dessous de 10. Il a déjà fait un double à Paris. Il a fait un double avec, non, je dis pas de bêtises, Bouchard, c'est possible. Ouais. Qui a une belle tête aussi, je crois. Très bon. Athlète hybride, parce que maintenant il s'est mis à des épreuves de marathon des sables. Oui, il fait des bons. Il court bien maintenant. Moi, celui que j'aime bien, déjà, je différencie pas crossfitter, aérox, je compare pas. Ouais. Moi, je trouve que les deux s'associent. C'est comme ceux qui différencient sport de combat et self-défense. Je pense que les deux peuvent apporter. Tu vois. C'est un peu la même chose quand même. Oui. Non, c'est fortement lié.
Oui, mais tu sais, il y a eu un grand débat à un moment donné avec Cyril Diabaté, qui a été un très grand combattant de MMA, avec Frank Ropers, qui est mon époque, ça. Voilà, c'était un super combattant. Il a une grande, moi j'aime beaucoup. Il a une grande bouche. Il dit ce qu'il pense. Et tu vois, il tourne pas. Et il dit, il s'est attrapé avec Frank Ropers. Il disait que c'était du mytho-jitsu. De faire croire à la ménagère de 50 ans qu'elle peut se défendre, qu'elle peut frapper dans le biceps contre un agresseur. Et moi, je trouve qu'il a juste quand même Cyril Diabaté, mais j'aime pas trop les différencier parce que quelqu'un qui fait de la self-défense 3, 4, 5 fois par semaine, il est quand même plus averti que des fois qu'un combattant. Mais Un combattant qui est sûr de lui, qui sort, qui ne regarde pas, qui va prendre sa carte bleue, qui va retirer parce qu'il est sûr de lui, il est costaud, tu vois. Un mec qui va self, il est plus averti peut-être. Voilà, et crossfitter et aerox, moi je différencie, les deux peuvent apporter, tu vois. Moi j'aime bien les deux, tu vois, je trouve que c'est super. Ouais. Bah, c'est juste qu'après le crossfitter est obligé de en fait faire tellement de trucs en plus qu'il peut pas, et même il peut pas en fait avec toute l'haltéro qu'on fait et tout accumuler autant de volume de run exactement comme toi avec compliqué. genre 60 80 bandes par semaine. Je pense qu'un mec qui fait de l'haltéro et tout, c'est impossible. C'est pas possible pour un crossfitter. Non. Après, pour revenir sur il y a aussi cette croyance dans le crossfit que c'est peut-être moins répandu maintenant parce que ça fait plus de temps, mais moi en mode je fais du crossfit, je suis un bon crossfitter. Si je vais faire du cyclisme, je vais être aussi bon que les cyclistes. Si je vais faire de l'haltéro, je vais être aussi bon que les haltéros. Et au final, c'est pas si vrai. Alors des fois, c'est vrai, il y a des crossfitters qui sont aussi bons que certains haltérophiles. Et ouais, c'est des monstres. Non, je suis pas d'accord parce que t'as aucun crossfitter qui est au championnat du monde d'haltérophilie. Oui. Chacun a sa spécialité. Oui, mais t'as des crossfitters qui arrivent à accrocher le niveau national. Tu vois. Ouais. Mais un niveau national, c'est pas non plus inatteignable, tu vois. Ouais, c'est pas le niveau du top 15 d'Irox, tu veux dire. Voilà, en fait, chacun sa spécialité. En crossfit, tu peux atteindre des bons niveaux, mais un crossfitter ne sera jamais au niveau d'un mec qui fait que de l'haltéro. Ouais. Et en fait, c'est un peu le reproche qu'on m'avait fait par rapport au truc que vous avez fait, comme truc on a fait avec Svetan. On est venu me dire, en fait, un haltéro, il y a des crossfitters qui peuvent justement accrocher le niveau d'un haltéro, mais un mec comme un haltéro, il peut pas avoir le niveau de Svetan, par exemple. Tu vois? Parce que lui, c'était entre guillemets un pro dans sa discipline. Si chacun sa discipline, entre guillemets, tu peux aller la toucher et aller titiller des mecs qui ont pas forcément les meilleures qualités, mais qui s'entraînent que dans ça. Mais tu peux pas aller peux pas aller taper les mecs qui s'entraînent que dans ça et qui ont en plus les qualités. Ouais, mais ça confirme ce que je disais. Il y avait cette croyance dans le CrossFit que vu que je fais du CrossFit et que je suis bon en CrossFit, parce que CrossFit, la méthode CrossFit prêchait ça. Le crossfitter, il va être meilleur que le runner au deadlift et il va être meilleur que le deadlifter au run, ce qui est vrai. Mais le crossfitter sera pas meilleur que le runner au run. Ben non. Non. Puis moi, j'ai vu des fois, ils publient leurs trucs. Souvent, Roncevic, il publie ses temps. C'est le deuxième meilleur athlète au monde à Aerox. Il publie ses temps de course. La dernière fois, je crois qu'il fait un truc, un 3x5 km avec style 1 minute de pause ou 2 minutes de pause, je sais pas combien. Il tourne à. Genre, il fait 16 minutes, 17. Entraînement, quoi. 15 bornes. Ça veut dire qu'il en vérité, le mec, il a un 5K à 15, moins de 15. C'est n'importe quoi. Ça me fait penser. C'est notre planète. Ça me fait penser, une fois, j'avais vu un intérieur sport avec Vincent Louis, donc tu connais, l'athlète. Ouais. Ah, c'est le fou. Il a mis son entraînement, j'ai vu son entraînement. Et dans cet intérieur sport, pendant sa prépa d'hiver, il était allé faire des crosses. Et il avait battu à un moment donné sur un cross, champion de France de cross. Est-ce que tu penses que des athlètes Aerox peuvent réussir à aller sur des compètes de run et aller titiller un peu le haut du panier Ah non, tu prends 10 km, le record il est à 27, Jimmy Gressier je crois, il a battu son record. Il n'y a aucun athlète Aerox qui fait 27. Okay. C'est hors du commun, non, c'est impossible. De toute façon, mais rien que le rapport poids... je pense que les meilleurs sont à... Soit 31 peut-être, 32 et encore. La moyenne, je crois que c'est 34, 35, je pense même pas. Du top 15 ? Moi, je vous donne un exemple. Je parle de lui, je parle d'un gars qui travaille, qui est nutritionniste aussi chez NutriPure, de Xavier. Et on parle un peu, je le connaissais pas. Et il me dit, tu fais quoi comme ça ? Il me dit, je fais de la course à pied. Son pote, il me dit, non, mais il fait de la course à pied, mais il est très fort. Il me dit, ah non, il fait un peu... Il me dit non, j'ai dit mais tu fais combien par exemple sur un handicap? Il me dit ah mais je suis à 31. Mais je dis non mais t'as 31. il était gêné. Quel dimanche. Et voilà, il était un monstre. Mais je crois que parmi les triathlètes français qui ont JO, il y en a, je sais pas lequel c'est, mais il y en a un qui a pas encore fait sous les 30 au handicap. Ah bon? Ouais. Xavier il a fait 31 et quelques. Je dis Xavier t'es un monstre. Il me dit non et tout. Je dis non mais c'est hors du commun. Et le lendemain toute la team NutriPure vient avec moi faire ma dernière séance avant Malaga.
ma dernière séance. Ma dernière séance, c'est vraiment dur. Et on n'a pas trop les infrastructures au fitness park. On ne trouve pas vraiment ce qu'on veut dans ce fitness park. Et je remodèle un peu la séance. Et on part. Donc, on fait avec les ateliers qu'on pouvait faire. On fait 1000 mètres de run. Il y avait 1000 mètres de rameur, 1000 mètres de run, 100 mètres de fente, 1000 mètres de run, burpee, 80 mètres. Et moi, j'avais wall ball. Eux, ils n'ont pas fait les wall ball. Ils avaient farmer carry, donc un peu plus facile. Et on part. Premier kilomètre, moi, je pars à 3,30. Lui, il part à sa vitesse, il part à 3,10. Normal. Donc, il sort 20 secondes avant moi. Il arrive sur le rameur. Il tire, je crois qu'il n'a jamais trop fait de rameur. Il fait 4,15 au 1000, ce qui est très correct pour un mec qui en fait jamais. Moi, je crois que je mets 3,40. Tu le rattrapes. Je le rattrape. Tu le doubles. On arrive quasiment en même temps sur le. Là, il se met plus à 3,10, il se met à 3,30. Je crois que je suis arrivé entre 3,30, 3,40. On sort en même temps. À partir de là, c'était fini. Et ouais, parce que burpee, fini. Il avait aucune habitude de courir fatigué. Après les fentes, déjà, il n'a pas les mêmes charges que moi. Là, il a pris les plus légers et il n'y arrivait plus. Bah oui, les jambes pleines. Les jambes pleines. Alors que je fais un handicap avec lui, mais même pas, je sais pas la peine. Il part, je le revois plus. Tu vois, mais c'est voilà. Mais lui, il était très honnête sur ça. Il m'a dit, bah voilà, il me dit chacun son truc et tout, mais il s'est régalé. C'est un mec, je pense que par contre, les bons coureurs à l'Aerox sont avantagés en main, pas en main pro. Parce que les charges sont moins lourdes et c'est là où les temps sont monstrueux. Parce que les mecs, même les doubles pro, les mecs qui courent bien, tu mets 2 bons runners, ils sont monstrueux. Du coup, ils vont courir à 3,10, 3,15, donc ils défoncent tout le monde. Et après, vu qu'ils se partagent les stations, ça va, quoi. Ouais, tu vois. Celui qui s'en sort un peu mieux sur le sled, tu fous au sled, l'autre machin. Ouais, ok. Voilà. Donc c'est pour ça. Mais oui, non, je pense que voilà, un athlète Aerox court bien, mais il n'est pas exceptionnel. Voilà, faut vraiment distinguer tout. Faut bien séparer. Hein. Voilà. Non, mais il faut toujours remettre dans le contexte. Mais ce qui est beau quand même avec la majorité des crossfitters, c'est que en fait, le week-end, tu peux aller faire n'importe quelle compétition, de n'importe quel sport quasiment, et tu vas arriver à faire un truc pas mal. Oui. C'est ça qui est juste beau à noter. Après, est-ce que tu vas accrocher le niveau national ou international? Peut-être pas, mais c'est le seul truc où tu peux aller un peu partout et être bon partout. Oui. Bon. Enfin, tu peux le faire, quoi. Parce que moi, je suis allé faire un triathlon M, j'ai pris une pilule. Hein. Oui. Mais est-ce qu'un mec du triathlon, il va venir faire une compète de crossfit? Il ne peut pas la faire. Voilà. Il peut pas. Non, il peut pas la faire. Non, mais il peut pas. Mais je pense qu'un mec Aerox, il peut faire quand même beaucoup de choses aussi. Ouais, je pense, mais même avec un mec Aerox, il peut venir dans une compète de crossfit. Bah, certains font. D'ailleurs, tu regardes Chagoulouza, je crois qu'il s'amusait à faire les WOD là. Ils font. Bah, comme Hunter, même s'ils lui ont donné la qualif, il n'a pas été ridicule. Je crois qu'il finit 50e, non 60e, non bah, c'est l'année, en fait, il faisait plein de cuts. Tous les jours, il y avait des cuts. Du coup, il a été cuté vous savez mieux que moi. Mais je pense pas il est pas ridicule. Je pense que tu fais faire le premier WOD, là, moi, à la boxe de CrossFit à Camajor, il voulait que je le fasse, le 21-15-9. 24 points. Ça, tu fais très bon. Ouais, snatch, burpees. 24 points, ouais. Il voulait que je le fasse pour voir mon temps. Non, je pouvais pas. J'avais pas eu. Mais je pense que voilà, tu mets un mec comme Hunter, il est monstrueux, là. Tu vois, tu lui mets même un truc deadlift, run, wall ball, il va être monstrueux. Ça dépend. Ouais. Tu me disais qu'il snatchait 110. Ouais, je crois, je suis pas sûr. C'est pas mal quand même. Hein, il est fort, il a de la force, il squat et tout. Il est costaud. J'en ai mis des vidéos, il est quand même préparé. Hein. Non, donc oui. Mais en fait, je pense que toi, par exemple, il faudrait juste faire genre 3 mois de prépa histoire que tu aies tous les mouvements. Ouais. Et après, tu serais très bon, il n'y a aucun doute. Ouais, je crois que je fais un siècle. Tu sais faire du snatch, de l'arraché? Oui, mais je crois que j'ai arraché le mieux que j'ai fait. Ça ne devait pas être si pro, mais je crois que j'ai fait 85 ou 90. Oh, ça va. Et le clean, j'ai dû faire 110. Et sans m'entraîner, tu vois, c'est pas joli. J'avais pour optimiser. Je pense que... mais tu vois, en comparaison à Pierre Gourrier, le mec qui m'entraîne à Monteux, il a fait 3 fois les JO. Sa première séance d'haltéro de toute sa vie, il a fait un épaulé, c'était 100 kilos. C'est ce qu'a fait. C'est pas ça que Willy George, il a fait un truc monstrueux. En fait, c'est les mecs qui ont des qualités. Je pense dans certains sports, ils sont plus vraiment faits pour faire des sports. Et lui, il était fait pour faire de l'haltéro. Et ça s'est vu dès sa première séance. Bah, bien sûr. Et toi, tu as fait entre guillemets fait pour faire de l'aérox. Bah, dès ton premier aérox, t'as été fort. Et puis voilà, tu restes et. T'as raison. Mais tu te fous dedans. J'ai l'impression que c'est plus dur à définir. Est-ce que je fais pour faire de l'aérox, est-ce que je fais pour faire du crossfit que l'haltéro quand même malgré tout. Parce que j'imagine parce que nous en haltéro, on parlait tout à l'heure de Guy Maleros. Tu as des profils différents. Tu vas avoir Guy Maleros très fort sur la force, les events explosifs courts. Et d'autres athlètes comme Yale Host, par exemple, qui a gagné le 5 km au Games, qui ne faisait pas 5 km, justement, qui ont des profils moins forts. Il va avoir des barres beaucoup plus légères. Mais par contre, sur les events endurance, très au final, ce mec-là, il finit combien par rapport à. Il finit 20.
Fini devant. Enfin, après, ça va dépendre des WOD et tout, mais est-ce qu'en Aerox, il y a des profils aussi, cet athlète-là, dans les élites 15, et plus ça, plus ça? Bien sûr, il y a certains triathlètes, en général, ils ont tous un gros passé sportif dans un truc. Mais toi, c'est marrant parce que tu disais que tu étais très explosif au début. Tu avais plus un profil de sprint. Ah ouais. Et pourtant, tu t'es acharné sur l'endurance. Tu es devenu fort en endurance. Vous savez comme moi, moi, à choisir, moi, quand on me donne un athlète, je préfère qu'il soit explosif qu'endurant. Franchement, parce que devenir explosif, quand moi, je prends des joueurs de tennis, tu as beau faire toute la prépa physique, quelqu'un qui est lent, il restera quand même globalement lent. Ça dépend du sport. Ça dépend. Coach, là. Franchement, Si. Bah alors, Il sera jamais aussi rapide. En fait, c'est très génétique. Ça a été prouvé que c'est génétique. Par exemple, l'haltérophilie, c'est 90% de génétique. Si tu veux être champion d'haltéro, ça a été prouvé dans des études. Et que les Chinois, ils ont une génétique qui est adaptée. Et en fait, c'est vraiment 90% parce qu'ils ont un profil, un génotype et un phénotype, du coup, qui est explosif. T'as toujours un mec. Ton phénotype, en gros, c'est l'expression des gènes. De tous tes gènes, t'es codé au niveau de ton ADN. Bah, t'as certains gènes qui sont plus présents chez d'autres personnes. Et ben, du coup, en fonction de ton entraînement, bah, t'exprimes ces gènes et tu génères des adaptations. Mais chez des personnes, ils n'ont pas ces gènes d'explosivité, tu vois. Et du coup, ils seront loin toute leur vie. Est-ce qu'il n'y a pas la même? Et ben, en fait, pas trop au niveau de l'endurance, parce que tu peux oxyder tes fibres, etc. Ouais, mais les gars, t'as beau t'entraîner autant que tu veux, tu seras jamais Jonas Vingegaard. Il a les qualités pour être champion de cyclisme. Ah oui, ça d'accord, mais peut-être, mais Imagine pour faire gagner sur un 100 c'est pas ce qu'on dit aussi. C'est qu'on dit que tu peux être endurant, mais tu peux pas être, tu peux pas devenir explosif. Ça dépend l'échelle. Encore une fois, ça dépend l'échelle. Moi, j'ai envie de dire, peut-être pour de l'aérox et du crossfit, vaut mieux être explosif et après gagner en endurance. Par contre, si tu veux devenir Jonas Vingegaard ou comment il s'appelle l'espagnol là qui est champion du monde de trail, putain. Jornet? Non. Jornet, c'est ultra trail. Ouais, c'est ça. Tu veux devenir Vingegaard ou Jornet, si t'es explosif, tu le deviendras jamais. Tout à fait, mais c'est comme si. Mais ça, après, on revient toujours au génome, mais c'est de l'expression des gènes. Oui, mais c'est pour ça, je veux dire, ça dépend de ce que tu cherches. Ouais, mais moi, à choisir, je prends un athlète, je te prends moi je m'occupe de joueurs de tennis de haut niveau. Il est large. Franchement, en plus, il faut être Federer, il n'était pas explosif. Ah, Federer, après le tennis, il y a d'autres trucs qui rentrent en jeu. Je sais pas si vous avez déjà joué, mais il y a une coordination déjà, parce que si tu n'as pas de coordination, main et pied, faut être monstrueux. Federer, il est monstrueux, main et pied. Mais tennis, il y a l'œil, donc déjà tu peux partir en avance, tu peux anticiper. Et faut être bon sur 4-7 mètres. Tu vois, mais un athlète qui est lent, c'est terrible. Ouais. Ou alors, oui, tu peux le faire passer par l'haltéro. L'haltéro, quand même, je trouve que c'est le moyen, moi, je trouve, pour gagner en explosivité le plus intéressant, franchement. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le maîtrisent. Franchement, moi, j'ai pas la prétention de me maîtriser, tu vois. Et je trouve que, d'ailleurs, je sais que beaucoup au CNE et tout, il faut intervenir maintenant des haltérophiles. Tu vois, il faut être honnête. Mais je trouve que c'est hyper intéressant. Mais d'ailleurs, dans un podcast Secret d'entraîneur, je sais pas si vous écoutez de temps en temps, ils en parlent beaucoup, mais oui, moi je suis d'accord parce que franchement, à choisir, donnez-moi un athlète explosif. Parce que c'est un gros débat à chaque fois. Tu parles pour le tennis, pour l'aérox, même pour le foot, même pour franchement pour la boxe. Si un mec a du punch, c'est génétique Doumbé, s'il a un punch, tu vois. Et voilà, mais pour avoir du punch, tu peux faire toute la muscu que tu veux passer, tu vas gagner. Le haut niveau, c'est déterminé par le Ouais, bah tu vois, on est tous différents. Parce que dans chaque sport que tu m'as cité, tu peux trouver un contre-exemple. Non, mais ok, mais il y a toujours un contre-exemple, mais la majorité. T'as parlé de qui là? T'as parlé de. C'est l'exception qui confirme la règle. Donc, en MMA, t'as Ned Diaz et les frères Diaz qui sont pas du tout explosifs, qui sont très endurants, qui ont fait du triathlon longtemps, et qui ont fait une plus grosse carrière que Doumbé. En MMA. Il est 10 fois champion du monde. Oui, c'est vrai que c'est kickboxing, c'est vrai. Et les Jazz, pour te dire, d'ailleurs, il y en a plein qui disent que s'il n'y avait pas de limite de temps, ça serait les meilleurs combattants au monde. Parce qu'ils sont endurants. Mais tu regardes leur KO, ils n'ont pas mis de KO. Non, c'est vrai. Donc, ils n'ont jamais mis de KO. Mais ils ont pas de KO. Donc ça prouve que génétiquement, un Ngannou. Bien sûr. Un Pereira, moi je te prends les sports que je connais. Et puis au foot, je peux te prendre Andrea Pirlo. Niveau explosivité. Tu prends toujours à chaque fois l'exception qui. Mais non, mais c'est des sports techniques. Il y a la dimension technique qui est tellement grande que. Non, mais prends le top 100 mondial de chaque sport, t'extrais leur génome et tu regardes. À ton avis, est-ce qu'il y en a plus? Je pense vraiment que les 100 meilleurs footballeurs, ils sont tous explosifs. Non, je parle pas des footballeurs, je parle de la. Non, mais ça dépend le poste aussi. Je pense qu'en fonction du poste, du coup, tu te diriges. Je pense que tu prends tous les numéros 9, ils ont tous un génome explosif. Voilà. Ah oui. Ça, c'est. Mais encore une fois, Xavier Andrea Pirlo, ils n'ont pas d'explosivité. Oui, mais tu as vu leur poste? Voilà.
Voilà, mais je pense que ça se vient. Mais du coup, non, moi, à choisir, au tennis, on te demande, ça demande beaucoup. Moi, je trouve que le tennis, ça te demande beaucoup de qualités physiques différentes. Ouais. Parce que quand tu joues en 5-7, c'est quand même très long. Ça demande des qualités. En fait, ça demande d'être endurant dans l'explosivité, d'être capable de répéter des efforts explosifs longtemps, très longtemps. Vraiment très longtemps. Et franchement, moi, je te prends mon exemple. Après, je suis pas monstrueux, je sais que j'ai pas les gènes pour faire un 31 minutes. Même, je pense que je peux m'entraîner, perdre 10 kilos, 15 kilos, je ferai jamais 31 minutes au 10 bornes. C'est pas possible. Tu vois, peut-être 35, 34. Mais je pense pas. Même avec le meilleur entraîneur du monde, tout ce que. Mais voilà, mais je peux gagner. Je parle de, tu vois, et quelqu'un de très endurant, tu fais faire un 100 mètres pour le faire gagner. Même, je te donne un medicine ball, un jeté, il n'est pas explosif du haut du corps. C'est une calamité. Et vous, dans vos suivis perso, vous avez eu des athlètes comme ça qui sont pas explosifs et qui ne sont jamais devenus en fait? Vous avez vraiment eu beaucoup de mal? Ouais, Oui. Ouais, en fait, après, Non, mais ce que pardon, il y a l'âge aussi qui joue beaucoup. Aussi. Mais plus que l'inverse, c'est-à-dire un mec qui arrive ultra explosif, que vous essayez vous lui mettez des séances d'endurance, est-ce que ce mec-là devient plus endurant que le gars pas explosif qui devient explosif? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Le truc, c'est en gros, si tu veux devenir explosif, bah, y a ton entraînement. Mais aussi, si tu te désentraînes en endurance, tu peux devenir un petit peu plus explosif, mais c'est tout. Après, si t'es pas d'accord pour te dire, ok, bon, je vais reculer pour mieux sauter, et je vais m'entraîner, au lieu de m'entraîner 5 fois ou 6 fois, j'accepte de franchement diminuer mon entraînement et limite. En fait, un sédentaire, par exemple, il va avoir beaucoup plus de disposition à développer sa force rapidement que son endurance. Parce que la sédentarité va te tendre vers un génome, vers un phénotype explosif, en fait. Il y a plein d'études qui ont montré ça, c'est qu'un mec qui est endurant, il arrête le sport d'endurance, il va devenir explosif, et en endurance, il va devenir mauvais. Parce que tes mitochondries se voilà, désintègrent plus vite. En fait, tout ton système mitochondrial, toutes tes enzymes, etc., elles sont pas stimulées. Donc, alors que ton système nerveux reste plus présent, on va dire. Après, pour parler en termes simples, en gros. Pour parler en termes simples, dans la vie de tous les jours, tu dois réagir vite. Oui. Ton corps, il doit pouvoir réagir vite. Là, il y a une bombe qui nous tombe sur la gueule. Imaginons un truc, une pierre, tu dois vite courir sur 10 mètres. Ton corps, il s'adapte à ce genre de truc, tu vois. Mais pas courir 30 minutes. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si vous en avez entendu parler, j'imagine que oui, des neurotypes de Christian Thibaudeau. J'ai pas assez creusé le sujet, je peux pas te répondre. Moi, j'avais creusé un petit peu à une époque. Je m'étais intéressé surtout à la méthode sur laquelle il se base Thibaudeau, en fait. Thibaudeau, il avait pris la méthode de Cloninger. Donc, c'était un spécialiste en neurologie, en fait. Et en fait, Cloninger, il faisait un questionnaire pour déterminer le tempérament et la personnalité, parce qu'il dissociait les deux. Ouais. Et en fonction de ça, il déterminait donc ceux qui ont plus un tempérament comme ça et une personnalité, il leur faisait de l'imagerie et il voyait quelles hormones étaient plus présentes. Je sais pas si c'est... Moi, je l'ai fait le test. Ouais, et alors moi, d'après toutes ces études, quand je lisais, je me situais... C'est un questionnaire. Hein. Ouais, je me situais à un B. Après, je l'ai fait, je l'ai payé, et je suis sorti... Bon, après, tu sors jamais un truc en particulier, tu sors plusieurs trucs. Mais ça correspondait très, très bien à mon profil. Et d'ailleurs, il disait que les 1B comme moi, on s'ennuie très vite. C'est exactement le cas. Il disait que si j'avais un client, d'ailleurs, un B, il fallait lui changer vite. Moi, je m'ennuie très, très vite. Je peux pas refaire la même chose toutes les semaines. Ça m'ennuie énormément. Même si avec l'Irox, je pense que ça m'a un peu poussé à répéter. Et il expliquait que justement, les types 1B, c'était très doué normalement pour le CrossFit, justement, parce que ça demandait plusieurs activités. Et le 1A, c'est vraiment de la force pure, parce que c'est l'haltérophile pur. Le mec, il va être... Et moi, 1B, c'est de la force, parce que j'ai quand même... Tu vois, je prends un exemple, je sors pas... À 13 ans, je faisais de la muscu une fois par semaine. Je fais un maxi au développé couché. Le muscu une fois par semaine en club, vous voyez ce que c'est. Ouais. Je fais 56 au couché à 13 ans. Je vais faire ce poids-là de corps. Oui. Ouais. Et je fais un an après, en faisant une fois par semaine, je fais 90 kilos à 14 ans au maxi. Tu vois, ça veut dire, génétiquement, je suis doué pour ça, pour la force, tu vois. Et j'ai d'ailleurs, tout ce que j'ai fait quand j'ai fait de la lutte et tout, j'ai toujours eu beaucoup de force. Tu vois. Du coup, est-ce que t'es un B? Est-ce que c'est un B, c'est ouais. ça? Est-ce que tu as essayé d'appliquer les méthodes qui préconisent OMB et est-ce que ça a marché, tu vois? Ça a creusé les trucs des phénomènes. Non, j'ai jamais trop fait. J'avais pareil, j'avais acheté son programme pour regarder un B, machin, et moi il disait qu'il fallait pas forcément un gros volume, fallait faire c'était entre de la force pure et entre deux. Je l'ai pas vraiment fait. J'ai fait l'alimentation par rapport à ma sécrétion hormonale et tout. Il disait que moi, par exemple,
fallait que je fonctionne assez bas en glucides plutôt le soir, le matin, fallait surtout pas, tu vois, il y avait des trucs comme ça intéressants. Je l'ai un peu fait. Je sais pas, mais pas de d'autres. Voilà. Ouais, c'est un outil, ouais. Voilà. C'est un outil parce que toi, tu disais tout à l'heure, ouais, les glucides, j'arrivais pas sans. Et là, ils te disent, tu vois. Le matin. Ouais. Ils disaient, c'est bas, c'est mon protéine. Bon, après, je fais maintenant, je me suis tellement habitué à manger beaucoup que je pense que si je mange pas. Ils te disent le matin, il faut éviter les glucides, mais si tu cours à midi, si tu dois, ta vie fait que tu dois aller courir à midi 20 bornes, comment tu fais Exactement. Donc c'est un outil, mais ouais. Moi, ce que je faisais avec la première nutritionniste, avec Cécile, en fait, en fonction de mes heures d'entraînement, si je m'entraînais le matin très tôt, parce que j'y vais à jeun, souvent, ben, j'avais beaucoup plus de glucides le soir. Si je m'entraînais l'après-midi, j'avais beaucoup plus au petit-déj. Tu vois, elle procédait comme ça, elle. Ce qui était intéressant physiologiquement. Hein, du coup, voilà, mais j'étais tellement déficit calorique que j'étais mort quand même. Mais voilà. Oui, il y a plein de trucs. Il y a plein d'outils en prépa physique ou en entraînement, mais là encore, le neurotyping, ça, tu rentres dans 4 cases et voilà, faut pas en sortir de ces 4 cases, sinon. Alors que, un individu est différent de l'autre. T'es pas dans une case, non? T'as plus ou moins des pourcentages. Tu as 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, ouais. Je me rappelle plus exactement ce que c'est, mais c'est vrai que tu as le, je sais plus si c'était le 2A ou le B, tu as le gars très scolaire qui aime faire la même chose chaque semaine, mais ça arrive, je suis sûr que ça vous arrive en coaching. Voilà. Tout à fait. Et ils te disent que même c'est pas les plus courants. Non, vraiment. C'est vrai que c'est pas les plus courants. Et après, je pense qu'aussi, ça vient d'une éducation aussi. C'est comme l'entrepreneuriat. Je pense que des gens qui sont des parents, oui, des parents. Moi, je prends toujours cet exemple d'une élève à moi que j'entraîne, qui joue au tennis. Et ses parents, les deux parents sont profs à l'éducation luxembourgeoise. Ses deux parents sont profs. Et elle a été très conditionnée scolaire. Ses parents sont le style de personne. Sans les connaître, je savais. Ce sont des gens qui payent le premier du mois toujours, qui sont réguliers, classés, tout classeurs, machin. Il faut pas trop s'enflammer, il faut pas, tu vois, ils sont bourgeois aussi. Ouais. Ça aussi. Ouais, mais non, mais ils sont très cadrés et ses parents l'ont jamais poussé. Une fois, on a eu une discussion et elle me dit son premier tournoi jeune, son gros tournoi jeune. Et elle était avec une des meilleures, elle était dans les meilleures, hein, luxembourgeoise. Et il y a une luxembourgeoise, elle est interviewée, ils lui disent mais c'est quoi tes objectifs? Et elle, c'était son premier tournoi aussi. Elle dit, moi, c'est de gagner le tournoi. Et cette fille, elle a perdu au premier ou au deuxième tour. Elle me dit, moi, jamais de la vie, j'aurais pu dire ça. J'ai dit, je vais essayer de faire un bon tournoi, passer un tour. Mais tu vois, ça, c'est dans le cadre familial aussi que ça rentre quand tes parents, ils t'ont dit, faut pas trop s'enflammer, tu vois. C'est hyper important. Moi, j'ai vu avec tous les jeunes que j'ai eus que l'environnement aussi. Moi, je crois pas au libre arbitre. Ouais, j'y crois pas. Je pense qu'un enfant, tu en fais un champion très tôt aussi, quand même. Même si après il peut disjoncter, c'est trop, machin. Mais moi, je le dis toujours, ma fille, je sais pas si elle fera du sport. Moi, ma femme, elle est médecin, donc elle est pas dans ça, même si ses parents sont très sportifs. Mais moi, je la pousse. Déjà à 2 ans et demi, c'est à monter les escaliers vite, à vouloir être première, à faire la course. Parce que si elle veut, tu vois, là, je pense que mon père, il fout de ça. Il me dit, l'année prochaine, je la prends, je vais faire la coordination pour le tennis, machin. On verra. Mais je pense que c'est quand même déjà très tôt où tu peux former un athlète, où tu le mets dans sa tête. Voilà, regarde les sœurs Williams, Nadal, il a été formé, et il y a génétiquement aussi. Nadal, il a son oncle qui a joué au Barça, il y a la génétique aussi. Ils sont doués. Ouais, il y a la culture. Je pense dans sa famille, il y avait la culture du sport de niveau. La culture, c'est important. Le goût de l'effort. Le goût de l'effort. Mon père me l'a donné, le goût de l'effort. Ça sort pas de nulle part. Mon père, il me prenait, j'avais 3 ans, il me mettait sur le vélo derrière, et il partait il faisait 50, 60 km derrière, un ballon, une raquette, ça y joue quand même, tu vois, ça y joue. Moi, je pense que ma fille, je pense qu'elle va aimer le sport, en me voyant, je pense. Je sais pas si elle sera très forte, je la forcerai pas, mais... Je pense que c'est le rôle d'un parent quand même de montrer qu'il faut bouger, quoi. Ouais. Moi, mes parents sont pas du tout sportifs pour un brin, mais... Tu as commencé à quel âge, toi, par exemple? J'ai commencé le judo à 3 ans. Ils m'ont direct foutu au judo, mais... Ma mère, elle fait pas de sport, mon père fait pas de sport, mais ils m'ont toujours accompagné partout, tu vois, pour faire du sport. Ça, c'est bien. Et en fait, je pense pas qu'il faut... il faut montrer l'exemple aux enfants, mais après, il y a d'autres manières de montrer l'exemple. Juste les soutenir dans ce qu'ils font. Aussi. Parce que et après, tu prends l'exemple de ta femme qui est médecin, elle n'est pas arrivée médecin avec des parents qui l'ont pas poussé, quoi. Non. Un minimum, tu vois. Des études longues comme ça... C'est des études ultra dures et même la première année, etc., tu t'en sors pas comme ça, quoi. Ouais. Comme toi qui as la Sciences Po, ta prépa, tu l'as pas fait. Ah oui, j'ai chier de ouf. Ah, c'est très dur. Médecine, c'est après tu es à la 6e année aussi, l'interne, quand tu peux voir, c'est terrible.
Même surtout la première, ça C'est brise. pareil. C'est une performance, quoi, de faire des Mais études après, comme ça. pareil, pas tout le monde peut faire. Bon, après, les études, tu peux bosser. Bon, ma femme, c'est pas un génie, mais elle est quand même très douée. Tu vois, elle a bossé. Non, mais. C'est pas un génie. Non, mais c'est pas c'est pas le type de personne qui lit un truc, qui commence. Elle a bossé dur, mais elle est quand même très douée scolairement en parlant. Oui. Pas tout le monde peut faire médecine, pas tout le monde peut faire Sciences Po, tu vois. Non, mais Sciences Po, moi, quand je suis arrivé, en fait, moi, j'avais fait une prépa et tous mes potes, déjà, quasiment tous leurs parents sont profs, au moins un des deux. Et en plus, ils avaient tous eu le bac avec mention très bien. Mais tous. Et en fait, c'était tous des génies Ouais, qui ont passé un concours et qui l'ont eu. Mais il n'y a pas, en fait, C'est là. génie ou c'est juste l'environnement social? Parce qu'il y a la socialisation de mère, mais il y a la. Non, mais c'est des gens qui, en fait, c'est simple. On avait un cours à lire. Ils écoutaient le cours en amphi de 3 heures. Ouais, ils avaient. Pas besoin de réviser, ils ouais. comprenaient. Moi, c'était fiche, surligné, machin. Ouais, mais ma femme, elle est comme ça. Voilà. Mais c'est pas des T'as- génies. Mais tu es Bah, quand même t'as scolairement, des tu es trucs- quand même doué. T'as des trucs. Parce géniaux. que la capacité d'apprendre, c'est quand même une qualité aussi. Oui, non, mais moi, je pense pas que ses potes soient des génies, en fait. C'est que tu prends un gosse, tu le fais grandir dans une salle de CrossFit, mais forcément, tu prends un autre, tu les prends à 16 ans, lui, et un autre gosse qui a jamais passé 1 heure dans une salle de CrossFit, tu les mets à faire un snatch, qui va s'en sortir le mieux? Ça fait, ouais. Tu vois, donc il y a aussi une socialisation secondaire, enfin, l'association primaire et secondaire qui joue beaucoup. Hein. Là, c'est enregistrer un truc, parce qu'on te l'a dit une fois, c'est complètement différent. Ouais. Ouais, Non, mais Non, mais c'est simple, il y a des études qui montrent que les foyers où il y a une bibliothèque avec beaucoup de livres oui. et les foyers où il n'y a pas de Ouais, bibliothèque, les enfants, le foyer où il y a une bibliothèque, ils finissent par faire des études. Ah mais ça, quand on passait le concours, c'était terrible. Un jour, notre professeur, il nous l'a dit, bah, de toute façon, la plus grande différence entre vous, c'est pas le nombre d'heures que vous allez passer, c'est il y en a, ils rentrent chez eux, il y a la télé allumée, il y en a, il y a un livre. Ouais. C'est ça la plus grosse C'est vrai, différence t'as pour raison. tous. Et ça, c'est Après, moi- révélateur, et surtout tard. En fait, il se dit, moi, quand j'ai des élèves qui viennent en entretien ou quand je lis leur copie, je sais s'ils lisent ou pas, Ouais, si ouais. leurs parents sont lecteurs ou Tout pas. à fait, bah, surtout que les jeunes, ils lisent de moins en moins. Et moi, je te prends mon meilleur ami que je connais depuis petit, il a toujours été premier de la classe. Au bac, il a eu un bac S, d'ailleurs, même sa prof de maths, elle lui a dit, Axel, si tu n'as pas 20, je serais très déçu. Il a eu 20 au bac. Il a réussi sa prépa vétérinaire à tiers du premier coup. C'est très rare, le concours, le truc de la prépa vétérinaire est très difficile. C'est le seul, la première année à l'école vétérinaire, qui n'a pas eu de rattrapage les 2 premières années. C'est une tronche. C'est-à-dire, il voit un film qu'il ne connaît pas avec toi. Au bout de 20 minutes, il connaît la fin. Mais tu vois, c'est un génie. Et qu'il arrive à voir les Ouais, il est hyper. scénarios. Et moi, je l'appelle un peu le caméléon parce que même dans les environnements sociaux différents, il s'adapte très très vite. C'est-à-dire que, ouais, il s'adapte. Il est extrêmement intelligent. D'ailleurs, je crois qu'il a fait un test de QI plus jeune. Il était hyper élevé. Tu vois, mais c'est génétique aussi. Sa maman était hyper brillante. Tu vois, il y a quand même une part de génétique aussi sur ça. Sa mère était hyper brillante. Il a jamais eu besoin qu'on le pousse à l'école. Il travaillait tout seul. Et pareil, moi, je l'ai vu faire des trucs en terminale où je lui parlais. Il avait la télé, il parlait, il faisait des maths. Tu vois, et moi, ma femme, je te prends son exemple, c'est-à-dire qu'elle a eu besoin de prendre des cours de maths. Ouais. Elle a eu 16 au bac en maths en S, tu vois, elle a eu quand même besoin. Mais elle a besoin de bûcher, d'apprendre, tu vois. Oui. C'est comme ceux qui ont la capacité d'apprendre les langues aussi. Ouais. Il y en a qui sont hyper doués pour les langues. Voilà, donc, ouais, ça. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup, à chaque fois moi, je mets des trucs de sondage sur les stories pour les questions, il y a souvent, quand on a des athlètes, comment tu fais pour garder la motive, comment tu fais pour te motiver à l'entraînement et tout. Et dans les vidéos de CrossFit, quand ils interviewent Fraser ou Froning, ils lui demandent comment tu fais pour garder la motive. En fait, ces mecs-là, ils te donnent des conseils, mais c'est en eux, ils peuvent pas t'expliquer vraiment ce qui se passe. C'est juste en eux, c'est ancré depuis toujours. Ils ont envie de tuer tout le monde, c'est des compétiteurs et c'est très dur de... Vous faites des compétitions là? Moi non. Moi, j'en ai fait pendant longtemps, genre 5 ans. Et qu'est-ce qui vous motive, vous? Voilà, vraiment, maintenant. Alors, qu'est-ce qui vous tient à vous entraîner? Juste parce que ça vous maintient dans le game avec vos clients, la crédibilité, ou parce que vous adorez vous entraîner? Parce que c'est pas facile de s'entraîner tous les jours. Non, sur la santé, parce que j'aime bien le livre des bars, et maintenant c'est ça qui m'anime, quoi. Ouais. Vous faites du crossfit? Moi, je fais que de l'haltéro, maintenant. Que de l'haltéro. Moi, je fais tout, CrossFit, et... Moi, j'ai fait du CrossFit depuis 2016 en m'entraînant pour faire des compètes. J'en ai fait pendant... J'ai arrêté l'an dernier, les compètes. Et au début, ce qui me motivait, c'était un peu comme toi, je voulais être au top et tout. Bon, j'étais jeune. Et après, avec le temps, ça a un peu changé. Il y avait une forme d'accomplissement de soi, tu vois, chaque année, je progresse, je deviens meilleur alors que je pars de très loin. Moi, j'ai commencé le CrossFit. Je faisais pas un snatch à 45. Hein. Vraiment, j'avais... Là, tu as quel âge? Je viens de 9 ans. Ah ouais, j'ai commencé, ouais, d'accord. Et la première fois que j'ai fait une RM deadlift, je crois que j'ai fait 90 kilos, j'avais 20 ans déjà. Ouais. Enfin, je partais très loin.
Moi, j'étais là à ton inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais un sport, j'étais très technicien. Ouais. Que ce soit au foot, au MMA, etc. Et physiquement, c'était pas top, à part pour de la course à pied, du demi-fond. Physiquement, j'étais pas ni explosif, ni machin. Et au début, il y avait cette cette envie de, bah, tu vois, les vidéos YouTube running et tout qui te motivent. Puis après, avec le temps, c'était vraiment l'accomplissement de soi. Et aussi l'adrénaline d'être sur le floor, tu vois, de 3, 2, 1, ça part, la musique à fond, le public, le truc, j'adorais ça. Et puis après, avec le temps, ben, maintenant, le MS, ça a grossi. Et je me voyais pas me retrouver sur le floor des compètes face à mes athlètes que je coach. Ouais. Donc mais aujourd'hui, je m'entraîne. Mais j'ai toujours aimé m'entraîner. Aujourd'hui, je m'entraîne parce que j'aime m'entraîner. Vous avez quel rythme d'entraînement du coup? Moi, là, 4 fois semaine. Ouais, et toi? Moi, je suis à 7. Ouais, tu t'entraînes 7, tu vois. Moi, 5, 6, ça dépend. Toi, tu fais plus pas de compète? Si, là, j'ai fait les qualifs hier pour une compète. Non, moi, je fais toujours le crossfit, pareil, je suis la lignée, pour faire des compétitions en indiv et tout, quoi. Et vous aimez vraiment là ce que vous faites? Parce que toi, c'est forcément pas ludique. Si tu veux faire des compètes, si tu fais faire ce que t'aimes tout le temps. Franchement. T'es obligé de faire ce que t'aimes pas. Voilà, ah ouais, franchement. Non, mais c'est vrai. Oui. Moi, mon entraînement, moi, je dis, c'est plus la motivation, c'est la discipline. Je fais mon boulot. Ce matin, faire mon intervalle, j'ai pas envie, quoi. Franchement, faut pas arrêter. C'était comme toi, quand je faisais du crossfit, il y avait des demi-journées que je détestais parce que je devais faire le truc que j'aimais pas. Là, aujourd'hui, je fais les trucs que j'aime. Je fais du squat, Voilà. bench, du vélo. Oui, c'est ce que je faisais moi. C'est ce que je faisais moi avant de faire de l'Aerox. Je faisais de la muscu, je faisais quelques metcon à la fin de conditioning pour garder, voilà. Ça me plaisait. Là, l'Aerox, ce qui me plaît, c'est gagner. Ce qui me plaît, c'est gagner. Et le process, tu l'aimes à combien de pourcents? Tu vois, t'as 10 séances dans la semaine, il y en a combien que tu kiffes faire? Honnêtement, 0, je pense. Ah ouais? C'est pas ça, aimer le process. C'est c'est pas aimer s'entraîner tous les... Enfin, c'est pas aimer Ce que j'aime, c'est de voir que je progresse. Ouais, c'est surtout ça. T'aimes voir que t'es passé de 10K à 38 à 34. Même pas? Si. Non, mais j'aime voir que... c'est la vérité, c'est que tu vis... Moi, je pense que je suis plus fait pour des activités comme ça, parce qu'au tennis, moi, quand je jouais, il faut être bon chaque semaine, quasiment. Et ça me demandait beaucoup en termes d'énergie. Psychologiquement, c'était très dur pour moi de bien jouer un tournoi, et le lendemain, c'est une remise en question perpétuelle. Parce que d'ailleurs, si tu regardes les statistiques de certains joueurs dans le top 100, pas les meilleurs, ils perdent plus de matchs qu'ils en gagnent. Ils sont dans le top 100 mondial dans une année. Et c'est très dur le tennis pour ça, mais c'est un avantage dans le sens où tu peux te rattraper dès le lendemain. Tu peux enchaîner les tournois, le mec qui fait le 100 mètres, il se prépare aux Olympiques, il se loupe, ciao. Et moi, je pense que je suis plus fait pour des événements, tu vois, psychologiquement, tous les 3 mois, 2 mois, où je sais que je me mets dedans, et après je peux relâcher un peu. Je ne relâche jamais l'entraînement, mais je me relâche psychologiquement. Je ne suis pas sous pression. Et le tennis, c'était très dur pour moi, mentalement. Donc, j'avais pas le mental pour faire du haut niveau. J'avais pas le mental pour faire du tennis de haut niveau. Je pense que j'ai un mental pour faire du haut niveau, mais pas du tennis. Parce que tennis, ça me demandait... Moi, je vois mes joueurs, ils sont formatés. Il y en a certains qui sont pas meilleurs que moi, mais ils sont formatés à partir toutes les semaines, à jouer toutes les semaines, à perdre un tournoi, à rejouer le lendemain, ça les gêne pas. C'est là que des fois, je me dis, avec le recul que j'ai maintenant, je me dis, en fait, je t'ai pas fait. Par exemple, tu vois, t'aimerais beaucoup moins le process si tu voyais pas que tu progressais d'Aerox en Aerox. Et si un jour tu arrives à un Aerox et tu fais 2 minutes de moins par rapport au précédent... Ça, je sais que ça va arriver, parce que forcément, à un moment donné, je vais être limité. Non, je sais que je suis assez lucide. Cette compétition, cette podium, là, je suis dans les meilleurs athlètes français. Je sais bien qu'à un moment donné, je vais pas faire que gagner. D'ailleurs, j'étais très lucide sur ça en arrivant à Malaga. Je me suis quand même dit en rigolant dans la tête, quand je marchais en arrivant avant ma compète, je me suis dit, les gens... Ils étaient là, ils regardent tous les Espagnols et tout. Ils savent pas que c'est moi qui vais gagner, mais dans ma tête, c'était pour me motiver à dire, mais ils regardent tous les Espagnols, mais c'est moi. Mais je sais que dans ma tête, en vérité, je savais que j'avais des chances de pas gagner et de pas faire de podium. J'étais lucide sur ça, tu vois. Pour te raconter l'anecdote, je suis dans le train pour aller à Paris avant la compétition, et il y avait Barcelone la semaine d'après. Et je regarde les billets de train, ou les billets d'avion, au cas où je me qualifie pas au championnat du monde à Paris. Mon pote, il me regarde à côté, Benoît, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Je dis, je regarde les billets d'avion pour la semaine prochaine. Il me dit, mais t'es taré ou quoi? Mais tu vas gagner, tu vas te qualifier. Et je dis, ouais. Et j'avais un pote à moi, Quentin, il me dit, mais chaque semaine, il me dit, mais tu vas gagner, tu vois. C'était pas clair dans ma tête, tu vois. Là, je savais qu'il y avait les meilleurs Espagnols. Mais c'est pour ça que je gagne, en fait. Parce que j'ai réussi à me détacher du résultat. Et à un moment donné, j'ai fait ma course. Je me dis, je fais ma course. Tu t'es concentré sur tenir tes paces, faire tes... T'as tout compris. C'est ça. Je me suis dit, Alan, on va essayer de chercher sous l'heure. Bon, ça n'a pas marché, j'ai fait 1 heure et 18 secondes. Mais au final, j'avais la marge, et c'est encore mieux parce que je risque de faire beaucoup mieux.
Et je me suis vu gagner vraiment qu'à la fin. Je me suis dit, bon, là, quand même, mec, là, on joue la gagne, maintenant, on y est, quoi. Mais j'étais, tu sais, pas de stress tout le long. Ça s'est déroulé comme je voulais. Et voilà, mais ça, j'en ai conscience que ça va, que c'est peut-être qu'au championnat du monde, je ferai rien. J'en ai conscience. Parce que du coup, je suis un peu attendu aussi. J'ai des sponsors et tout. Mais il ne faut plus pas que je mette de la pression parce que c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen pour pas y arriver, tu vois. Voilà, je sais que j'ai de la marge de progression. Peut-être que si un jour je sens que je progresse plus, ça va être très dur. Oui, c'est surtout ça. C'est le process, au bout d'un moment, bah, quand tu vois que tu progresses plus, tu sais que ça va être dur. Et que le process, là, du coup, tu vas te dire. Au final. Ouais, m'entraîner, arrêter de m'entraîner, ça ne m'arrivera jamais parce que je me suis jamais arrêté. Parce que je me suis entraîné toute ma vie. Je me suis même entraîné, j'ai jamais arrêté. J'ai perdu ma maman, j'avais 19 ans. Je me suis entraîné quand même. J'allais sur les tournois. Tu vois, c'est impossible. Franchement, c'est impossible. Parce qu'au début du podcast, tu as dit que tu ferais jamais quelque chose si t'étais pas le meilleur. Non, si t'étais même juste amateur. Si je vois que je suis largué, mais par contre, j'arrêterai jamais le sport. Ça, c'est impossible. Ouais, mais du coup, dans quel but tu ferais ce sport-là si m'entraîner parce que j'aime bien être. Parce que vous êtes comme moi. On est quand même, on va dire, je sais pas, 70 ou 80% en meilleure forme physique que la majorité des gens. Tu vois, c'est sympa. C'est-à-dire, je cours bien. Non, mais je fais la musculation. Physiquement, tu looks bien. Ouais. C'est sympa. Oui. C'est quand même mieux. Moi, je me verrais pas avoir le corps de monsieur, madame, tout le monde, franchement. Je peux comprendre que ma vie, personne n'en veut. Mais t'as construit ta personnalité autour de ça aussi. Oui, voilà. Bah, t'es coach et tout déjà. Oui, voilà. Tu vas pas tout à fait. C'est quand même une crédibilité. Moi, mes joueurs de tennis, je suis crédible. Tu vois, quand je parle, ils m'écoutent. Parce que là de rien, moi, je leur dis toujours ce que je vous fais subir, je me suis fait subir 1000 fois. C'est la vérité, tu vois. Moi, je dis toujours, je pratique ce que je prêche. Tu vois, ça. Et c'est important quand même. Mais c'est vrai que j'avais une élève qui m'avait dit la dernière fois, mais comment tu as fait pendant tant d'années de rester sans compétition? C'est vrai, c'est maintenant que je fais de la compète, je me dis ouais, mais ça me va très bien le format d'Aerox, tu vois, d'en faire là je suis en moyenne, je crois que j'étais en un an, 7 compétitions. C'est un bon rythme, tu vois. Ouais, ça fait tous les 2 mois. Voilà, c'est un bon rythme pour moi. C'est une fois, c'est un événement, c'est pas long en soi. Et c'est très bien. Et là, je vais peut-être faire une off-saison. Tu as dit que tu mettais 5 jours, une semaine à récupérer? J'ai eu mal aux jambes le dimanche, lundi, mardi et mercredi, ça allait mieux. Mal aux jambes. Et tu retournes en entraînement? Oui, j'ai fait vélo, j'ai fait run. J'avais fait run le lundi 45 minutes, run le 30 minutes le mardi, vélo le mercredi et j'ai repris l'intensité le jeudi. Ok. L'intensité, j'étais à 80-90%. Ouais, j'ai fait des ergos et wall-ball le jeudi. Et après, on a recommencé tôt parce que, en fait, j'étais présélectionné pour l'équipe de France, qu'il faut une équipe de France cette année. Ah ouais? Un mix relais. Ah ouais. J'ai été présélectionné et il y avait un test, ça va vous parler. Il y avait 2 tests à faire, filmer, bien sûr, comme vous, quand vous filmez. Et c'était 1000 mètres de run, 80 mètres de burpee enchaîné, 5 minutes de pause, 1000 mètres de run. 1000 mètres sur tapis, du coup? Non, piste. Là, c'est un temps donné. Je crois que les meilleurs ont fait en dessous de 12 minutes, avec la récup comprise. Donc, c'est quand même fort. Hein. Parce que si tu fais 3 minutes au run, 2 minutes les burpees, ça fait 5 minutes de récup, tu vois, et même donc, moins de 12 minutes, il faut envoyer grave. Et après, il y avait 1000 mètres de rameur. Et le meilleur français qui a été présélectionné, il a fait 2 minutes 54 au 1000 au rameur. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais. J'en suis incapable. C'est un monstre. Hein. C'est un Français qui vient en Australie. C'est Tanguy Cruz. On échange beaucoup. C'est un monstre. Quel profil il a? Je pense qu'il a fait un peu de crossfit. Il a fait pas mal de trail, de course à pied. Il est quand même costaud. Mais il est très fort. Pour ramer aussi vite, il faut être costaud. Il y en a un qui a fait 3 et quelques, qui est honneur d'une boxe de crossfit à French Riviera. Jérôme Arnaud. Ouais, je connais. Ouais, il est à l'Aerox aujourd'hui. Super sympa. Super gars. Il est très fort aussi. Très fort sur les stations. Un peu moins fort en course à pied, mais il est très fort. Il est en 35-39. Bel athlète. Mais voilà. Mais donc, moi, j'ai pas fait les tests. J'étais présélectionné, mais ça a tombé pile après Malaga. J'avais jusqu'au 16 avril pour les rendre. J'étais mort, franchement. J'aurais rien pu faire. Et du coup, j'ai envoyé un message au capitaine. J'ai dit que je les faisais pas. J'étais même pas sûr d'être qualifié. C'était pas sûr, hein, parce que ma place, je pense même pas que j'aurais été qualifié. Du coup, j'ai reparti en intensité dès le jeudi, en fait. Et ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement? Comment tu répartis les trucs? Actuellement, run intervalle lundi. Là, j'avais 400. Là, j'ai des 600. Haute intensité, du coup? Le lundi, c'est hard day. J'ai run intervalle, strength and conditioning.
Donc, conditioning, ça peut être des formats vraiment Aerox qui sont assez longs. Ça peut être 3 rounds. Là, c'était 1200 mètres de run, race pace, 25 mètres de sled push, 50 mètres de fente, 1200 mètres de run, 1 minute de pause x3. Donc, c'est quand même assez long. Plus Plus la séance de course. Ouais, en plus. Okay. Et plus la séance de muscu. D'ailleurs, je suis la vôtre là. Ouais. Moi, je mixe hein. Parce que moi, je peux pas faire 6 séances, c'est pas possible. Bah, t'en fais 3 juste. J'en fais 2, 3. Ouais, okay. Je fais ça. Je fais pas trop sur les jambes. Je fais back squat et lunge parce que sinon j'avance plus après. non, je peux pas. J'ai fait beaucoup de fentes déjà, énormément de fentes. Ouais. Ouais. Je fais ça. Le mardi, c'est easy day, c'est bike and run. Après le run, il est quand même dur parce que je dois courir entre 4:10 et 4:30. Donc ça va vite, tu vois, c'est 40 minutes à 4:10, 4:30, ça va quand même un bon rythme. C'est un rythme tempo aux endroits. Voilà, c'est quand même vite. Mercredi, en général, j'avais un jour modéré et j'avais beaucoup de bike and station. Et là, en ce moment, je fais beaucoup run et ski ou run hero. Et en fait, 90 secondes en fait, au-dessus du pace. Donc un autre hard day. On va dire modéré, où là où j'envoie quand même des paces du coup sur le ski beaucoup plus élevé, sur le run beaucoup plus élevé. Ça dure quasiment 1 heure, hein, parce que ça dure 54 minutes avec les récup. Le jeudi, hard day, run intervalle mais plus long, au seuil, souvent. Okay. Mon pace 10K, ou tu vois, là, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, du coup, parce que j'ai dû modifier un peu ma semaine. Strength and conditioning, pareil. Là, c'était beaucoup en fonction de mes faiblesses. Là, j'avais run et pull en conditioning. Vendredi, bike and run. Et samedi, c'est la punition du samedi. C'est la grosse intensité proche de la course. Là, c'était cette semaine. Je l'ai fait hier, donc j'ai décalé ma semaine. Mais j'avais 5 minutes de run, 4 minutes de ski, 3 minutes de rameur, 2 minutes de sled push, alterné entre push et pull, 1 minute de wall ball. x4. Ah ouais. Voilà. Donc intensité proche de course, donc ça dure, tu vois, c'est dur quand même. Franchement, c'est violent. Mais t'as jamais de séance de... Par exemple, sur les séances strength et conditioning, t'as pas des intervalles de sled push, 1 minute on, 1 minute off, très lourd, plus lourd que la course ou des trucs comme ça, des fois. C'est très intéressant ce que tu dis. Moi, non. Hunter le fait beaucoup. Ouais. Donc c'est super intéressant ce que tu dis. Il fait pas sur 1 minute. Hein, parce que moi, je peux jamais. Lui, il fait du... Je sais qu'il fait un aller, 15 secondes de pause, c'est pas mal. Après, moi, tu vois... Voilà, là, mon entraîneur, je le suis, je ne veux pas changer, je ne veux pas inventer. Mais ouais, Hunter fait ça. Ok. Est-ce que les autres le font? Je ne sais pas. Et du coup, les séances de muscu, tu les rajoutes en plus de tes séances de ton entraîneur? Les séances d'hypertrophie, BMF hypertrophie. Si tu veux, moi, il ne voulait pas que je fasse pas plus d'une demi-heure de muscu. Ça veut rien dire. C'est dur pour toi, ça. Non, mais il ne voulait pas que ça dépasse en termes de temps. Parce que c'est vrai que les conditions sont longues. Et en gros, c'est 3 mouvements par séance, c'est très basique. Bench, squat, deadlift, Zercher lunge, des trucs comme ça, tu vois, c'est rien de fou, tu vois. Ouais. Je pense avoir perdu beaucoup de volume quand même depuis le temps. Je pense en poids non, mais je pense que j'ai perdu en volume. Donc d'ailleurs là, j'ai l'impression que déjà mon corps il est habitué. En espace de 2 semaines, j'ai l'impression d'avoir déjà repris, c'est ouf. Juste avec la prog. Mon corps il réagit de suite, ouais. Tellement fait, t'imagines. Oui. Je sens que je refais du bench, mais même une séance de bench par semaine, même si je fais 4 séries de 10 ou ce que tu veux, je fais du bench lourd, je réagis de suite. Moi sur le bench je réagis de suite. Oui, là j'ai réagi je reprends du volume partout. Okay. Donc là je fais votre prog et en fait du coup je fais un full body et je mixe, mais du coup ça me fait quand même un bon volume parce qu'au final le volume il augmente chaque semaine. Et à partir du moment où j'arrive à avoir sur du dos 12 séries par semaine, ça reste très correct. Ça reste correct sur les pecs et tout, donc finalement même je reprends, j'ai l'impression, parce que j'avais pas ce volume là, donc c'est très bien. C'est quoi le volume pour maintenir? C'est 12-15 séries? Ouais, 12 séries, je pense, 12-15 séries, je pense que c'est pas mal, 12 séries de Manchester. Genre pour prendre c'est minimum 9. Ouais, donc c'est en dessous de... Mais pas sur moi, tu vois, moi non, je pense pas. 8. 6 et 8 séries pour maintenir. Pour maintenir, ouais. Ok. Ça fait pas beaucoup. Hein. Non, mais moi je pense qu'ils m'ont... Voilà, je sais que là, du coup, j'ai augmenté le volume cette semaine. J'ai fait 4 séries de back squat, j'ai fait le seal row, etc. Et je pense que je reprends de suite. Tu vois, je le sens de suite à la cage thoracique et tout. Donc, faut pas trop que ça m'impacte, mais ça va, ça me crame pas trop. J'ai senti un tout petit peu hier sur le wall ball, mais c'est pas grave d'être sous fatigue. Tu vois, avant les championnats du monde, de toute façon, je calme. Tu fais jamais des intervalles très très haute intensité? Genre 15 secondes d'assaut bike sprint,
Des lunges et, je sais pas, des wall balls, des sandbags. Non, pour l'instant, j'en ai jamais fait. Genre vraiment des intervalles, t'as pas envie de repartir sur la deuxième, quoi. Parce que tu t'es déjà foutu à l'envers sur la première. Non, franchement, Des anaérobies. Non, très peu. C'est très peu. D'ailleurs, ma montre, tu sais, la Garmin a dit il vous manque d'anaérobie. C'est vrai, très peu. Ouais, j'en ai très peu. Après, je pense que l'objectif de mon entraîneur, c'était surtout je sens, tu sais, c'est comme si je te dis, tu sais, un mec qui fait le marathon, il se pace, il fait son marathon en sous 3 heures, il fait son 4 kilos, il a l'impression il peut tenir donc son marathon, il a du mal à accélérer. Tu vois ce truc? Et là, j'ai l'impression, là, j'ai remis un peu de vitesse avec des 400 et des 600, mais j'ai l'impression que, tu vois, j'étais bloqué, mon compteur, comme une voiture bridée ou une moto à 3,40, tu vois, mais par contre, tu pourrais rester beaucoup plus longtemps, tu vois. C'est impressionnant. Du coup, c'est pour ça que là, le travail de vitesse sera intéressant. C'est que ce qu'ils font les triathlètes, actuellement, il y en a beaucoup qui font des 10x80, des trucs comme ça. Mais en même temps, t'as vu les triathlons comme ils finissent maintenant? Ça finit au sprint, quoi. Les championnats du monde, là. Ils font tout ça pour finir à une demi-seconde. Ouais. Moi, je pense que le plus gros travail, ça a été le compromise run. Et je pense que là, mon niveau, il est. Et maintenant, je pense que je peux gagner encore 5-7. Si j'arrive à gagner 5-7 secondes au kilo, donc là, j'étais à 3,47 de moyenne. Si j'arrive à être à 3,40, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Je pense que je peux aller chercher un 58, un 57. T'as 40 secondes à aller chercher sur le sled pull aussi. 40 secondes, franchement, ah oui, j'ai la marge. 40 secondes, c'est énorme. Sled pull, je peux gagner un peu partout, hein, mais après, ce qui est vrai, c'est sur le run que tu gagnes. La plus grosse marge, c'est sur le run. Si j'arrive à passer de 3,47 à 3,40, déjà, 7 secondes, 56 secondes. Hein. Je te donne mon avis de mec extérieur qui a jamais fait d'aérox, mais quand je vois des vidéos passer, c'est tout le temps des tips. Genre des tips de comment transition, comment choper les trucs et tout. Et à la fin, je me dis, ah ouais, en fait, c'est un sport de tips ou de stratégie, alors que pas du tout. C'est juste que, en gros, le foncier, c'est pas sexy de dire, va courir 3 heures. Moi, j'ai mis un tip sur les farmers carry. Oui, il a fait un explosé. Ça marche très bien, les tips. Oui, mais parce que je pense qu'il y en a, ils se disent, ils se rassurent, mais ils se disent, ah ouais, cool. Après, il marche, mon tip, ça. Oui. Ah non, mais grave. Oui, il marche. Non, mais je dis pas qu'il marche pas. C'était quoi? Bah, si tu veux, je prends pas le kettlebell classique, je le prends sur la partie arrondie là comme ça, donc du coup je mets les pouces vers le bas et en fait ça me désengage pas mal les avant-bras et je fais un broken. Tu peux faire ça ou c'est trop gros la hanse? Comment tu veux faire? Le grip là. Non, je pense pas. Non. Ça bouge quand même. Alors faut savoir que le farmer carry c'est très traître, c'est que ça te fait, comme c'est lourd quand même 2x32, tu rebondis, comme tu es entamé, ça te fait mal aux ischios. Donc, et si tu cours avec 32 dans les mains, 2x32, le cœur. C'est comme si tu étais à 3,20 au kilo. C'est hyper dur à transporter. Je fais 64 kilos de plus. Donc, ce type, il marche vraiment bien parce que moi, je l'ai fait un broken pas par hasard. Oui. Quand même si, après, il y a la magnésie et tout, mais essayez 200 mètres un broken, de farmer carry à 2x32, c'est pas si facile. Non, c'est pas facile du tout. Non, c'est pas si facile. Franchement, c'est pas si facile. Après, les tips wall ball, vous les avez, tu vois, tu peux gagner quand vous relâchez. Du coup, faites les wall ball avec les running. Oh là. Ouais, je vois, ça a l'air pas stable du tout. Non, moi j'ai des stables, hein. Franchement, Puma, ils ont fait un travail monstrueux dessus. Voilà, Puma me file des chaussures, ils ont moi je courais les Deviate Elite 2, les Nitro là, elles sont fantastiques. Plat carbone 100%, donc ça y joue. Moi je peux plus courir hors carbone, franchement. Ceux qui disent que ça sert à rien, mais écoute, moi je trouve que c'est un game changer et elles sont très stables pour l'Aerox. Elles sont faites exprès pour l'Aerox. Okay. Parce que j'ai les les Deviate Elite 2 sont extrêmement bien. J'ai les marathons de Puma aussi, qui ont une plaque en carbone monstrueuse. C'est les Fast Air Nitro. Elles, tu peux pas faire l'Aerox. Elles sont tellement hautes, le drop est tellement haut, tu peux pas, tu te fais une cheville là. Tu peux pas faire. Parce que j'ai vu aussi, tu fais tes séances de bac en Nike Invincible, non? Les grosses là, enfin celles que j'ai moi là, avec la grosse semelle. Non, en général, je suis toujours en Puma. Okay. En fait, je pars du principe que, c'est comme disait Benoît Saint-Denis dans une vidéo avec Thibaut InShape, il dit qu'il s'entraîne en minimaliste. Il fait tout en minimaliste parce qu'il dit que quand il est dans la cage, moi c'est un peu pareil. Voilà, moi c'est un peu pareil. Je mets des chaussures, je mets des Metcon et tout, je vais mieux squatter, je mets une ceinture, je mets des bandes de genoux, mais bon, quand je fais mon wall ball, j'ai rien, quand je suis en running, le sled, tu vois, donc je pars du principe que, bien sûr. Mais donc voilà, moi je m'entraîne en général avec mes. Elles sont assez plates, hein, les Deviate. C'est sûr, c'est pas des chaussures d'haltéro. Hein. Mais bon, c'est pas grave, il faut s'habituer. Hein. Non, mais t'as raison. Ouais. Bon, très bien, aller courir du coup. C'est le seul truc. Ouais. Merci beaucoup pour ta merci à vous, les gars. C'était cool. Merci. Vous avez rien à ajouter, les gars? Non. Tu veux qu'on parle de
le truc hybride ou pas? Non. On garde la surprise pour plus tard. J'ai failli divulgacher. Ok, bah merci d'avoir écouté l'épisode et puis au prochain. Merci Alan. Ouais, ciao tout le monde. Ciao, ciao.